bienvenue sur le plateau des maternelles. Toute cette semaine, nous fêtons l'anniversaire des maternelles avec des émissions spéciales qui durent 2 heures. Ben oui, ça fait déjà 1000 émissions qui ont contribué à former la grande famille des maternelles, une famille qui ne cesse de s'agrandir. Et donc, nous allons retrouver Valérie. Elle avait 2 garçons, elle espérait une fille. Son accouchement a eu lieu. Elle reviendra donc sur notre plateau tout à l'heure, dans notre séquence « Les héros des maternelles ». Et puis attention, accouchement inattendu dans notre grande discussion. 4 mamans nous racontent leur incroyable accouchement. Et direction Chypre dans la série Maman d'Europe, on part faire la connaissance de Démétra, son mari et de leurs 2 enfants. Puis il y aura Brigitte Fossé aujourd'hui qui nous fait l'honneur de fêter avec nous l'anniversaire des maternelles. Comme chaque jour, Nathalie Le Breton sera là pour un mat.com spécial millième et nous la retrouverons dans la séquence 1000 façons d'être père avec Benoît qui viendra nous raconter comment il a vécu la naissance de sa fille en direct du désert. Dans le pêle-mêle spécial millième, aujourd'hui, il y aura Yaël, Sophie et Grégory, évidemment avec Brigitte Fossé. Et dans la séquence du pêle-mêle, nous retrouverons les meilleurs moments des maternelles. Ça s'appellera la récré des maternelles. Tout de suite, appel à témoins. Vous vous aimez, mais vous êtes réfractaire au mariage. Pour officialiser votre union, vous avez choisi le Pacs. Venez nous dire pourquoi et ce que cela signifie pour vous. Et puis devant des symptômes qui vous ont effrayé, vous n'avez pas hésité à emmener votre enfant aux urgences. Quel accueil y avez-vous trouvé? Comment votre affolement a-t-il été pris en compte? Comment votre enfant a-t-il été soigné? Venez témoigner, vous pouvez nous joindre soit par téléphone, soit par Internet. Mais tout de suite, place aux héros des maternelles. À semaine spéciale, séquence spéciale, toute la semaine, nous recevons nos héros des maternelles, des bébés nés autour de la 1000e. Bonjour Valérie. Bonjour Karine. Ça va bien? Oui, un peu... Un peu stressée? Un peu émue. C'est vrai? Oui. Par toute cette aventure récente? Oui. C'est vrai? Oui. Ah bah alors là, vous êtes venue avec vos 3 enfants. Il y a Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Tu as 5 ans. Oui. Jules. Bonjour. Bonjour. Tu connais ton âge? Tu as quel âge? C'est 3 ans. Bientôt. Non. Un peu 2 ans plutôt, je crois. 2 ans et demi. Bon. Oui, c'est 2 ans et demi. Bon, c'est très bien. Et la petite dernière, bon, quand on vous a rencontrée, elle était encore dans votre ventre. Bah vas-y, dis-nous tout alors, Rémi. Eh ben, en fait, elle s'appelle Alix. Elle a à peine 3 semaines. Là, elle... Quand même. Ouais. Tout s'est bien passé, Valérie? Très bien, très bien. Oui. Vous étiez venue parce que donc vous aviez 2 garçons. Oui. Et vous étiez fort contente d'attendre une petite fille. Oui, un dernier enfant, donc on espérait la fille, c'est normal. Alors vous hésitiez sur le prénom. Oui, mais jusqu'au Jusqu'au dernier bout moment, oui. Alors vous hésitiez entre quoi et quoi? Alix et quoi? Alix et Guillemette. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé? Guillemette, je craignais qu'elle ait du mal à le porter Ouais, c'est pas un peu facile. plus tard. Donc finalement, sur la voyant, vous avez choisi Alix? Pas du tout, j'ai demandé de l'aide à l'équipe qui m'a aidée à accoucher. Et je remercie d'ailleurs les jeunes femmes qui étaient en salle de réanimation à la polyclinique où j'étais, qui m'ont donné leur avis. Sur Je le n'en prénom? avais jamais parlé à personne, alors il fallait que Même j'en pas parle avec à Marie? quelqu'un. Si, entre nous seulement. Ouais. Donc je voulais avoir un avis extérieur et puis ça m'a permis de mieux passer l'accouchement aussi, de parler d'autre chose. Ouais. Et les avis sont tombés sur Alix et mon mari, on était très contents. Donc... 3e césarienne? Oui. Bon, vous allez nous raconter tout ça, mais sans plus attendre, je vous propose de revenir en arrière. Vous étiez venu il y a un mois. Vous appréhendiez un petit peu. Ça, ils ont fait tomber le micro, c'est pas grave. On va le remettre pendant qu'on va vous revoir. Vous appréhendiez un petit peu votre accouchement et vous vous interrogez sur l'arrivée de cette petite fille dans votre fratrie. On voulait un 3e enfant. On ne voulait pas se mettre dans l'idée que ce serait forcément une fille. On ne voulait pas une fille à tout prix. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je ne voulais pas 4 garçons, donc je m'arrêtais à 3. Et puis j'ai eu un doute lors d'une échographie. La dernière, c'est ça? Oui. Donc en fait j'avais eu la myosynthèse, donc j'avais les moyens de savoir à l'avance, mais j'ai eu un doute lors d'une échographie, la dernière, et donc dans le doute, Vous avez demandé? j'ai préféré qu'on le demande. Et là? Petite fille. Et le père a réagi comment? Il était là, je crois. Hein? Oui, il était là. Moi, j'ai fondu en larmes. C'est vrai? Ah oui. De bonheur. Oui. Et lui? Il m'a serré la main très fort. Je pense Oh, qu'il n'est pas c'est- très démonstratif, mais... Oh. Et comment vos enfants ont-ils pris la nouvelle? Alors, vos 2 garçons? Ah, mon fils aîné est ravi. Il adore les petits-enfants, les bébés, hein, même quand ils sont sur la plage ou ailleurs. Ah oui. Il adore les enfants. Il a très bien accueilli son petit frère Jules. Il a été enchanté d'apprendre la naissance d'un 3e. Pendant très longtemps, ne sachant pas que c'était une petite fille, il a laissé la nature. Il dit « Le ventre de maman choisira ». Non, c'est beau. Et puis quand il a appris que c'était une petite sœur, il était au compte de la joie parce qu'en fait, il disait il y a trop de garçons dans cette maison. Il faut qu'il y ait une petite fille pour jouer avec maman. Ah, c'est mignon. Ce sera la première fille de la famille, c'est ça? Oui, mais mes parents n'ont pas de petite fille. Non. Donc eux aussi, ils sont... Oui, aux anges.
Oh. Surtout les grands-mères, je dirais. Les Mais deux grands-mères. au fond, vous pensez que ça va changer quoi dans la famille, l'arrivée d'une petite fille? Je crois que ça va changer beaucoup de choses. Dans une fratrie de 3, on sait que l'enfant du milieu n'est pas toujours... A du mal à trouver sa place. Ouais. Et je pense qu'on a cette chance immense d'avoir la petite fille en dernier. Nous, on dit vraiment que ça casse un moule. Ça va changer totalement toutes les relations dans la fratrie. Le père avec sa fille, moi aussi avec la petite. Et puis les deux frères. J'apprends juste que le grand soit trop protecteur, que Rémi soit trop protecteur Parce et qu'il abandonne son frère. J'espère seulement que le binôme de mes deux fils reste tel qu'il est parce qu'ils s'entendent extrêmement bien. Oh. Bon, alors finalement, comment s'est passé votre accouchement? 3e césarienne? Oui. La mieux? La mieux, oui. Oui, certaines techniques ont changé, alors c'était beaucoup plus confortable. Je me suis remise beaucoup mieux. Ah oui? J'ai pas souffert. C'est vrai? Oui. Ça fait que 3 semaines, hein? Oui, ça fait 3 semaines. Mais vous savez, je suis obligée de penser à autre chose. Hein. Oui, ben avec 3 enfants, ça c'est sûr. Oui. Et c'était le même médecin que pour Jules. Rémi est né à Paris. Bon, Rémi, dis donc, tu te souviens de la première fois que tu as vu ta petite sœur? Oui. C'était où? À la maternité? À la maternité, là. Oui, c'était à l'hôpital. Et tu te souviens de la réaction que tu as eue? Quand tu l'as vue, tu t'as pensé quoi? Bah, que je l'aimais bien. Tout de suite? Mais t'étais pas un petit peu jaloux? Non. Ça t'embête pas de voir ta maman avec un tout petit bébé comme ça, qui s'en occupe tout le temps? Ouais, mais je lui donne parfois aussi le biberon. Hein. Oh là là, t'es un grand... Et Jules, Et Jules? Oui. Jules, il peut le faire moins souvent que moi, lui donner le biberon. Il est un petit peu petit quand même, tu vois. Oui. Bon, je te propose de te voir à la maison, avec ton papa, avec ton Oui, frère. d'accord. L'équipe des maternelles avait suivi toute votre petite famille. Ah, c'est toi. Bah oui, toi, regarde-toi, vas-y. Oui. Regarde. Alors, comment vous vous appelez? Je m'appelle Rémi. Moi, je m'appelle Jules. Ma maman, elle est à l'hôpital. On lui a mis un gros pansement là, juste ici, en haut du pantalon. Pourquoi elle est à l'hôpital, ta maman? Parce qu'on devait lui sortir le bébé du ventre. Alix, elle s'appelle. Tu nous montres un peu ta chambre? Tu nous fais rentrer dans ta maison? Oui. Tu montres ta chambre, Jules? Oui. Allez, on y va. On y va. Alors, ok. On y va. Allez, au maison. Ma chambre, elle est ici. La celle de mon frère Jules, elle est ici. Et C'est ta chambre ici? non, c'est ici sa chambre. Là. Non, même pas vrai, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Oui. En fait, c'est tout simple. Jules avait sa chambre ici, et puis Rémi avait sa chambre là. Mais en fait, il faut faire une petite place à la petite sœur. Et donc Rémi a accepté qu'on mette un lit double, et puis que Jules vienne avec lui dans sa chambre. Mais Jules est persuadé que c'est toujours sa chambre. Il n'a pas véritablement réalisé en fait qu'il allait avoir une petite sœur. Il l'a vue, mais je pense que quand elle sera rentrée à la maison, ça fera partie de son univers, mais pas avant. Je suis contente de partager un peu ma chambre avec mon frère. Est-ce que tu es content, Jules? Oui, je suis contente. J'avais tellement rêvé que mon frère il dorme avec moi dans ma chambre. Alors quand le bébé il est né, maintenant Julie dort pour de bon dans ma chambre. Et le bébé il va dormir ici, dans ce mini-lit avant. Quand il aura un peu l'âge de 1 an, et 2 ans, et 2 ans et demi, il dormira ici, dans ce lit-là. Hier, on a vu le bébé un peu. Oui. Ça m'a fait du bien au cœur, hein, quand même. J'avais hâte de le voir, quand même, dis donc. Oui, le bébé Alice. Je l'ai trouvé superbe. Regarde à moi. Tu fais attention, hein. Regarde, je te tiens la porte cette fois-ci. Alice, comme elle est belle. Elle est belle, hein? T'es fière, hein, toi? Attention, attention. Oui. D'abord, maman. Tu veux faire un petit bisou bébé? En plus. Un gros bisou de papa. Elle dort bien. Nous.
Oui. Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Alix, mais Oui, quand je je sais lui veux lui dire un petit mot gentil, je dis pas beaucoup ma puce ou tu vois, je l'appelle plutôt mon ange. C'est à cause de vous, j'ai pris l'habitude. Je crois qu'elle a pris l'habitude de les entendre. Là, elle a fait un petit bruit, t'as entendu? Elle a dit. Alors toi, tu t'intéresses pas? Oui. Elle monte pas, hein, t'as vu? Voilà. Déjà tout ce qu'elle a bu. Elle est belle, hein? Elle a bu tout ça. Tu vas lui prêter ta chambre? Elle a bu tout ça dans le Oh, biberon. ça va lui faire plaisir, tu vois. De lait. Non? Oui, tranquille. Tu laisses tranquille, d'accord. Finalement, t'es content quand même? C'est ça. T'es quand même content? Moi, c'est Petite fille, c'est quand même magique. En plus, elle est vraiment toute petite Maman, et elle pèse rien. t'as vu? Je suis trop tranquille. Mamie, à qui ce jouet? C'est à moi. C'est à toi? Et la petite sœur, elle est à toi aussi? Oui. Non, c'est Non. pas. Elle n'est pas à toi, la petite sœur. Tu joueras avec elle à la poupée? Tu lui feras des câlins. Dis-moi. Peut-être pas, hein. Peut-être pas les câlins finalement. Tu joueras avec Rémi? D'accord. Et Alix, non? Non. Non. Ça me fait tout drôle d'avoir une petite fille. Parce que les petits garçons, c'est pas comme des filles. Ça gigote dans tous les sens. Et puis parce qu'elle fera de la danse classique. Parce que j'en ai marre des voitures, des garages, des monstres préhistoriques, des fusées qui vont dans l'espace. Moi, j'aimerais bien jouer un peu plus à la dinette. Et puis des maquillages, et puis du vernis à ongles, et puis des petites robes qui tournent. Voilà, c'est de ça dont j'ai envie. Ça va nous changer. Tout à l'heure, mon mari a dit « ma chérie », il ne s'adressait pas à moi, ça m'a fait tout drôle. La petite sœur. Attention, tu arrêtes de bouger, parce qu'elle va tomber sinon. Tiens, Trésor. Il faut faire attention. Faut pas mettre sa main là. D'accord. Ah ben vous êtes toute émue, hein, Valérie, de revoir Oui. tout ça. Oui, de les entendre tous les deux. Ouais. Il est très investi hein, dans la relation avec sa petite sœur Rémi. Oui. C'est dingue, hein, à 5 ans. Oui, mais il aime les enfants. Il a appris ça. Mon ventre ne se voyait même pas et il était déjà aux anges. Il sautait partout. Je reviens sur une phrase que vous disiez quand votre mari a appelé Alix, ma petite chérie. Ça vous n'aviez pas pensé à ça? Je me suis retournée et c'est vrai qu'à aucun moment, pendant la grossesse et après, même sachant que c'était une fille, à aucun moment j'ai pensé qu'il fallait que je partage aussi cette exclusivité. Et alors? Jamais. C'est avec bonheur qu'on Ah la oui, partage. Et puis finalement, je m'y fais très bien parce que j'ai pas qu'un homme qui le dit, j'en ai plusieurs. Bah, du coup, il faut inventer d'autres prénoms, d'autres surnoms. Oui. Hein? Alors, c'est un peu ma poupée. Oui. Donc vous êtes la chérie et c'est votre poupée. Voilà. Oui. C'est très émouvant quand vous dites que vous allez devoir réinventer en fait une sorte de parentalité, c'est-à-dire vous pensez vraiment que ça va changer d'avoir une petite fille par rapport à un garçon dans l'attitude, dans les activités de tous les jours? J'espère, moi, lui inculquer des traits de féminité quand même importants, parce qu'elle part avec un handicap, c'est qu'elle a 2 exemples Au masculins. contraire, attendez. Ah non, c'est drôlement bien parce que ça va être la princesse sans rien faire. Exactement, mais il faut qu'elle... Enfin, si elle a envie d'être un garçon manqué, ma foi, je pourrais seriez pas aller déçue contre quand sa même. nature, mais je serais un peu déçue. Oui, bah, je pense qu'il y a une influence des parents quand même. Hein. Si elle commence à être tout en rose... Voilà, mais peut-être qu'elle en aura marre. Non, moi j'en ai une de 3 ans, je peux vous dire que les jupes qui tournent et les trucs roses, ça dure très 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 longtemps. J'espère. Ah oui, c'est Ouais. tout ce que je vous souhaite. Donc alors, dis-moi, tu dors avec ton frère toi maintenant, Rémi? Oui, Comment ça se passe? ça se passe bien. Il se réveille pas trop? Non, oui, ça Il va. gigote pas trop? Non, non. Mais on fait quand même parfois un peu les fous. Il fait le fou? Parfois un peu dans notre lit, mais on fait un peu attention quand on fait le fou dans le lit, là. Ben oui, puis la chambre d'Alix, elle est pas très loin, hein, quand même, il y a que la salle de bain entre les deux, donc il faut Oui. faire un petit peu de calme, hein. Bah oui. Hein, Jules? On a un petit peu de calme. Ah oui. Mais par contre, elle crie très fort, hein, quand même. Elle crie très fort, mais tout le monde crie très fort. Tous Un les bébés. peu, un petit peu très Ouais, fort. c'est normal. Donc comment ça se passe les premiers jours avec 3 enfants? C'est un peu le bazar. Ça change vraiment les choses ou pas? Parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de témoignages qui nous disent 3, waouh. J'ai ressenti beaucoup de travail en plus à la naissance du 2e, mais je reconnais que l'arrivée du 3e, en tout cas les premiers jours. Oui. Ouais. J'ai une gestion du linge qui n'est pas parfaite, et Ça Dieu va sait qu'elle aller. en salit. Hein. Ah ouais. Donc c'est des gestions, une intendance de base qui bricole un peu.
Vous pensez que c'est votre dernier bébé? Je pense que c'est mon dernier bébé. 3, c'est bien, quoi. Oui, 3, c'est bien. Et puis, je serai plus jeune. Peut-être que je me donnerai la possibilité d'un 4e, mais j'ai envie de vivre ma vie. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'on a abouti à... On a une étape qui vient de se terminer. L'étape des grossesses, des prises de décision, on en fait pas. Ça, c'est fini. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on va rentrer dans une autre phase. Maintenant, on va les voir pousser, grandir. voilà, c'est ça. On va les voir pousser, on va les voir grandir, on va les élever. Tiens, Voilà. t'as fait tomber ton micro, toi. Bon, ça suffit, Rémi, toi? 3, t'es d'accord? Oui. 3 enfants, c'est bien. Oui, On s'arrête là? on s'arrête là. Bon, bah, bientôt, bon courage. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au Profitez revoir. bien de la petite fille aussi et des Merci. garçons. Merci. Notre accouchement, on l'imagine, on le fantasme, on réécrit le scénario 1000 fois. Et ben voilà. Pourtant, certains bébés décident de venir au monde sans crier gare, dans une voiture, dans un hélicoptère ou alors à la maison, chez ses parents. Pour le 2e jour de cette semaine anniversaire, 4 mamans vont nous raconter leur incroyable accouchement. Un accouchement inattendu, c'est une enquête de Virginie Betty, Cécile Ney et Christelle Bancolé. Et pour nous dire ce que ces accouchements extraordinaires racontent sur la naissance d'aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Émile Papiernik. Bonjour. Bonjour. Merci de revenir nous voir sur notre plateau. Nous sommes vraiment ravis de fêter notre anniversaire avec vous. On vous surnomme le pape de l'obstétrique. C'était plus facile, oui. Oh non, il faut dire quand même que vous êtes longuement battu pour améliorer la sécurité des bébés et réduire le risque de prématurité en France. Quand On même. a essayé. Donc le pape, c'est bien. Voilà. Alors vous avez également été un des pionniers d'IVG et de la péridurale. Oui. Donc les femmes vous disent 1000 fois merci. Aujourd'hui, vous êtes professeur de gynécologie et d'obstétrique à la maternité Port-Royal à Paris et vous êtes co-auteur de ce dernier ouvrage, Le Guide des jumeaux, paru chez Odile Jacob. Je vais vous présenter 3 mamans. La première s'appelle Christelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel à témoins et d'être venue de Bordeaux. Vous êtes la maman d'un petit Mathis, né il y a 1 an, avec 6 semaines d'avance, chez vous. Oui. Ce qui n'était pas prévu du tout. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Et il y a également Aurore, qui a aussi répondu à notre appel à témoins. Mille merci. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tendue, Aurore? Un petit peu. Vous allez voir, ça va bien se passer. Vous avez 24 ans, vous habitez à Rennes. Et il y a 4 ans, vous avez donné naissance à votre petite Chloé, 1 mois avant terme. La naissance s'est passée également chez vous, alors que votre bébé se présentait par le siège. Mais tout s'est bien fini, on peut le dire déjà. Bon, vous allez nous raconter ça dans un instant. Et puis Carole, alors Carole, elle fait les choses en grand. Bonjour Carole. Bonjour. Vous avez aussi répondu à notre appel à témoins. Vous avez 30 ans, vous habitez à Gumillot. Guimillot, c'est dans le Finistère. Vous êtes mariée, maman de 3 enfants. Il y a Fabien qui a 5 ans, Thomas 2 ans et demi et Camille 10 mois. Il s'agit de Thomas aujourd'hui, qui est né par césarienne plutôt que prévu dans des circonstances rocambolesques. Alors parvenir jusqu'à la maternité, ça a été un petit peu compliqué, je crois. Racontez-nous. Oui, beaucoup. J'étais allée au mariage de ma sœur, mon unique sœur. Donc, comme j'étais témoin, j'ai fait un petit effort pour arriver jusqu'à la cérémonie. Vous étiez à terme? J'étais à 7 mois et demi quand je suis partie. Donc, je suis allée un peu plus d'une semaine avant, exprès pour au cas où. Parce qu'un long trajet de 1000 km en voiture, ça peut déclencher. Donc, je suis allée au donc vous avez mariage. dit si ça déclenche, au moins j'aurai le temps d'accoucher et de Voilà, venir. tout à fait. Oh, c'est bien. Il fallait prévoir. Donc, j'y suis allée et le jour du mariage, ça s'est déclenché. C'est-à-dire vous avez perdu les os Voilà. pendant la messe? Après la messe, pendant l'apéritif. Donc j'ai fait mon travail de témoin et je suis allée accoucher tranquillement plus tard. Alors là, vous avez paniqué, qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous vous êtes dit, il faut qu'on trouve... En fait, j'ai demandé autour de moi si quelqu'un connaissait un peu. Tout le Oui, monde parce était un que peu vous paniqué. ne connaissiez pas la maternité la plus proche. Je connaissais ni la maternité, ni les gens qui étaient au mariage, à part ma famille toute proche. Donc ça a été un peu excitation totale, avec 150 perdus braqués sur moi. Ouais. Donc Donc vous avez pris la voiture avec votre mari? on a essayé de prendre la voiture, mais c'était impossible. Parce qu'il y avait Étant une donné manifestation. que José Bové bloquait ce jour-là la descente, car c'était sur une colline, il fallait descendre, et il bloquait ce jour-là le passage. Donc on a fait appel, des gens qui connaissaient un peu les pompiers, ont appelé les pompiers, qui ont fait venir un hélicoptère. Donc on est allé jusqu'à un stade pour monter dans l'hélicoptère, qui nous a descendu plus bas, après la manifestation. Vous aviez des contractions? Je ne sens pas les contractions. Quoi? Non. C'est dégoûtant. Donc en fait, j'ai accouché sans douleur.
Mais dans l'hélicoptère? Non, après. J'ai eu le temps d'arriver à l'hôpital quand même, mais césarienne d'urgence. Pourquoi? Parce son cœur ne battait plus. La panique. Donc la panique, donc césarienne d'urgence. En fait, je pensais plus au bébé qu'autre chose, donc c'est vrai bien que sûr. sur le coup, on ne réalise pas. C'est après surtout. C'est qu'une fois à l'hôpital que vous avez su que le bébé respirait plus. Voilà. Hein? Quand on a mis le monitoring, on s'est rendu compte qu'il ne respirait plus. Bon, et finalement, grâce à la césarienne, ça a été. Ça a été très vite, très rapide, donc c'était bon. Quel était l'accouchement que vous aviez imaginé? Déjà, le premier accouchement que j'avais eu était très spécial. C'était fait en un quart d'heure, sans douleur, sans rien, sans péridurale. C'est rageant, Pas mal. Voilà. Non, mais il y a des gens qui sont doués. Ouais, c'est ça. Et il faut bien se rendre compte. Et quelquefois, la mère de cette personne a accouché très vite aussi. Est-ce que c'est pas le cas? Vous avez demandé? Par exemple. C'était une césarienne également. Pour vous, ma quand maman. vous êtes né? Pour ma maman, voilà. Ah oui, Donc, je crois qu'elle a eu l'occasion de se sentir rendre compte. Voilà. les contractions. Bon, donc c'est différent. C'était différent, mais bon, c'était très rapide, donc on s'en rend pas compte. Bon, aujourd'hui, on est dans un univers très médicalisé, professeur. Est-ce qu'il faut toujours garder dans un coin de sa tête que peut-être on accouchera de façon étrange, hors norme? Oui. Et on doit prévoir le hors norme. C'est pas possible. Mais oui, mais ça se prévoit un peu. Le jour de l'inauguration de la maternité de Clamart, c'était une journée porte ouverte. Et il y avait toutes les autorités qui étaient là. Il y avait 5000 personnes qui étaient venues pour inaugurer en 1973. Brusquement, on voit arriver une grosse voiture américaine qui passe le barrage de police, où je me dis qu'est-ce qui se passe. Et devant la maternité, il y avait tout le monde en train de visiter. Il y a une gitane qui descend avec ses grandes robes et qui dit « Je viens pas pour visiter, je viens pour accoucher ». Et c'est comme ça qu'elle a inauguré. Et j'avais prévu. C'est vrai? J'avais dit, c'est possible qu'avec les portes ouvertes, il y ait une dame qui vienne pour accoucher. Donc on avait tout en place. Elle a été effrayée par tous les systèmes modernes qu'on avait parce que c'était son 5e enfant et qu'elle n'avait pas besoin de ça. Elle a accouché parfaitement. Et j'avais prévu. Donc on doit... Il y aura toujours des accouchements imprévus. Ben oui, c'est comme ça. Heureusement, enfin on peut dire que heureusement c'est comme ça. On est toujours surpris par l'extraordinaire inventivité de la nature. Mais il faut avoir fait les pas d'avant. Mais alors, quand on parle d'accouchement imprévu, on parle souvent aussi de prématurité. Alors voilà, bon. Hein? Quand on fait 1000 km en voiture, on prend un petit risque. Oui. Quand on travaille trop, on prend un petit risque. Bon, quand on court après l'autobus, on prend un petit risque. Bon, mais d'habitude, on arrive à encadrer correctement. Les pompiers font très bien. Ils trouvent des solutions extraordinaires quand c'est l'occasion. Après les pompiers peuvent arriver les médecins du SAMU qui viennent avant ou après l'accouchement d'ailleurs. On va voir ça, vous allez voir, vous êtes servis. Et ils sont très importants pour sortir des situations d'urgence. Il reste à peu près 1 pour 1000 des accouchements qui se passent en ce moment dans des lieux imprévus. C'est beaucoup. Donc c'est pas si... Voilà. Ah mais oui. Donc c'est un événement exceptionnel, prévisible. Alors en matière de naissance, quels ont été les grands progrès dans les 50 dernières années en termes de prématurité? D'abord, en termes de sécurité à la naissance, on perd beaucoup moins les enfants à la naissance. En 1950, 50 ans, vous dites, on perdait 50 enfants pour 1000 naissances. Oh là là. Et maintenant, on est mécontent quand on en perd 5 pour 1000. Donc, la limite. Et dans ces 5, il y a les grands prématurés et il y a les malformés qu'on n'a pas reconnus. Donc, on a fait un progrès tout à fait extraordinaire. En matière de prématurité, on a fait un peu de progrès, mais il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent. Oui. On a beaucoup plus de jumeaux qu'avant. Les femmes décident de faire des enfants beaucoup plus tard. Oui. Et tous ces éléments, depuis 10 ans, 15 ans, ont augmenté la prématurité. Bon. Christelle, comment vous imaginiez votre accouchement au départ? À la clinique. Oui. Tout était prêt? Normalement, oui. Vous aviez fait les préparations à l'accouchement? Non, j'ai pas eu le temps. Oh, quand même. J'ai juste vu une sage-femme c'était la première séance où il y avait une bonne vingtaine d'autres femmes où elle devait juste nous dire bonjour et déterminer les groupes dans lesquels on devait assister après à la préparation. Vous étiez inscrite et tout ça à la maternité. Oui. Tout roulait. Et vous avez accouché chez vous? Oui. Alors vous non plus, vous n'avez pas reconnu les contractions? Ah non, pour moi c'était une gastro. C'est drôle. Racontez-nous ce qui s'est passé.
En fait, déjà, Mathis est né avec 6 semaines d'avance. Oui, Donc, bon, C'était c'est pas ça. prévu, c'est ça. c'était ça, c'était- absolument pas prévu. J'avais vu le médecin fin décembre et qui m'avait dit qu'il n'y avait absolument pas de problème, que je pouvais bouger encore. Je travaillais pas. Hein. C'est ça, vous aviez rien fait de spécial la veille ou rien? La veille, je suis allée sur le bassin voir ma famille. Arcachon? Oui. mais voilà, quoi. C'est tout, oui, rien d'exceptionnel. Non, non, non. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous pensiez que vous aviez une gastro? Voilà. Et donc j'ai essayé d'appeler, sur les conseils de ma mère, j'ai appelé l'obstétricien en lui disant, j'ai quelques... Troubles intestinaux. Voilà, Ouais. j'ai des Mais troubles. qui peuvent provoquer d'ailleurs. Qu'est-ce que... Ça peut- Ah, ça se trouve, c'est peut-être une gastro qui a provoqué, vous pensez? J'aurais senti Ça si peut c'était vraiment arriver. une Ça gastro. peut arriver. Ah oui, bien sûr, parce que toute perte de liquide peut provoquer la survenue de quelques contractions. Et quand on est doué, quelques contractions, ça permet d'accoucher. Et c'est ce qui s'est passé, alors racontez-nous. Je dois être très douée. Il faut faire attention pour le suivant. Ça. Ah bah, à partir de 3 mois de grossesse, elle habite à l'hôpital. Non, ça va être à partir de 6 mois en tout cas. Bon, alors racontez-nous, c'est trop incroyable. Disons que j'ai appelé l'obstétricien qui m'a dit venez, on va faire un monitoring histoire de voir. Et puis dans les minutes qui ont suivi, j'ai appelé mon ami parce que lui il était à son travail. Le temps qu'il arrive, il était 10h20 quand je l'ai appelé. Je sais pas, moi, 5-10 minutes après, j'ai eu vraiment une belle bonne douleur qui m'a dit même allongée, ça suffisait pas. Donc je suis allée dans mes WC avec mon téléphone et là j'ai eu la première poussée avec la tête entre les jambes. Vous vous rendez compte? Voilà, quand on Enfin, est... le début de la tête. Hein. Et donc j'étais assise, je me suis relevée, et j'ai C'est appuyé une pour position rentrer naturelle. Ah, vous avez Voilà. renfoncé la tête? J'ai renfoncé Mais la pourquoi? tête. Je sais pas. Bon. Enfin, le réflexe a fait que voilà, je me suis levée, j'ai dit que c'était pas le moment. C'était pas ça. C'était Le pauvre fallait qui pas. essaye de sortir et hop! Je l'ai re-rentré et j'ai fait le 18. Vous avez appelé les pompiers, donc? J'ai appelé les pompiers. Alors là, j'ai eu droit à oui, madame, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis en train Je sens la d'accoucher. tête. Alors là, votre nom, numéro de téléphone, adresse, à combien de semaines j'étais. La standardite s'est légèrement trompée entre l'adresse et le nombre de semaines, donc il a fallu que je corrige. Puis à peu près, elle me dit, je vous passe un médecin. Alors, chouette, un médecin. Et là, j'entends, oui, madame, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis en train d'accoucher. Ah, je vous passe le médecin. C'était pas le médecin, mais donc. C'était pas le médecin. Oh là là. Et là, j'entends encore une voix qui me dit, oui, madame, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis en train d'accoucher. Et puis là, j'ai lâché le téléphone parce que j'ai récupéré mon petit, deuxième poussée, petit sortez. Et là, il est sorti? Il est sorti. Je l'ai récupéré. Heureusement, ils savent faire ça, les bébés. Ah oui, ça fait ça. Et alors, et qu'est-ce que vous avez fait après, une fois qu'il était sorti? Vous étiez toute seule dans les toilettes? Ah oui. Par terre? Non, je me suis assise sur mes WC. Parce que j'étais Comme quoi, debout. c'est une position gynécologique pas mal. Je me suis Non, assise sur c'est mes une WC. position sur une table d'accouchement. Pendant des millénaires, on a accouché en Accroupi? position assise, oui. Ouais. Plus ou moins accroupi, mais en position Enfin, assise. on y revient, là. Les tabourets d'accouchement, ça a toujours été comme ça. Vous regardez dans l'exposition sur la naissance, il y a des modèles de chaises d'accouchement. Au musée de l'homme. Très belle exposition, si vous voulez. Donc c'est une position très physiologique. Et donc, vous aviez votre bébé, donc avec tout, Mon le bébé cordon tout nu, le cordon qui est tout entre mes- petit, 6 semaines Ah d'avance. oui, 49 cm et demi quand même. Hein. Ah, quand même. Ah, bon. Et 3,30 kg, donc presque l'équivalent d'un terme. Et alors, attendez, parce que donc, le téléphone par terre, et donc vous saviez quoi faire? Il n'y avait pas le médecin qui criait au téléphone? Le médecin me disait, une fois que j'avais posé mon petit sur ma cuisse, j'ai appuyé sur le bouton pour avoir le haut-parleur. Et là, il me dit, il faut le couvrir. J'ai dit, oui, mais je fais comment? Je suis toute seule. Comment? Vous n'avez pas un voisin, quelqu'un avec vous? Non. Je vous ai dit que j'étais toute seule. Et puis là, mon ami a passé la porte, a entendu le petit pleurer. Il a compris. Le parti a pleuré quand même. Ah, le petit a pleuré de suite. Donc il a bien fait son boulot. Et lui, il s'est dit, tiens, quelqu'un est venu lui rendre visite. Et puis bon, le temps qu'il réalise, il est arrivé presque en courant, m'a vu. Et là, je lui ai dit de suite, une serviette. Oh là 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 là. Ça vous étonne pas du tout, vous, que des femmes déploient autant de ressources alors qu'elles ne savaient pas tellement comment faire, théoriquement? Oh, c'est merveilleux. Les dons qu'on a, on les découvre comme ça à l'occasion. Quand on est au pied du mur, on arrive à faire beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Alors les bébés savent
sortir, passer par où il faut, ils savent crier quand ils ont froid, et quand ils sont dans l'air extérieur, ils réagissent correctement, ils remplissent leurs poumons, ils crient, ils font le boulot. Alors c'est vrai que c'est bien de les couvrir assez vite parce qu'ils se refroidissent et ils vont aller mal si on ne fait pas les quelques gestes élémentaires. Et puis après, le cordon, on a le temps de le couper parce que la circulation s'arrête toute seule. Il n'y a pas d'urgence à ça, du tout. Ouais, c'est bien de savoir ça. Il n'y a pas d'urgence à ça. Et il faut que la mère ne se mette pas à saigner. Ça, il n'y a pas d'urgence non plus. C'est quand les pompiers arrivent et le médecin avec, après, c'est ça qu'ils font. Et c'est là qu'ils assurent la protection de la mère et la sécurité. Ah, ça, c'est un rôle absolument fondamental qu'ils ont. Mais pour le bébé, une fois qu'il était couvert, l'essentiel était fait. Mais je suis sûre qu'à la limite, le geste que vous avez eu de repousser le bébé devait avoir même une signification, quoi. Si ça se trouve, ça l'a aidé à bien se repositionner. Bon, il devait être bien. Ah, il devait être bien déjà. Il devait être bien déjà. S'il est sorti comme ça en 2 poussées, c'est qu'il était absolument impeccable. Il était déjà dans la bonne position, quoi. Voilà. Il avait tout fait bien. Bon, on passe à Aurore. Alors elle, bon, c'est un peu similaire, mais c'était plus difficile à vivre, hein. Après, ça a été plus difficile, quand on réalise Ouais. en fait ce qui s'est réellement passé. Alors encore une très douée, donc il n'a pas senti des contractions. C'est ça, Une faudrait grosse monter un douleur dans club, le les dos. filles. Ah, mais vous les avez choisis pour ça. Alors, Mais faut on les a vous pas choisis étonner. pour ça. On fait des appels à témoins. Il se trouve qu'effectivement, je pense que ça doit être fréquent d'accoucher de façon hors norme quand on ne sent pas les contractions. Voilà. C'est ça. Les deux sont remarquablement liés. Il y a des gens qui n'ont pas de douleur, de contraction, et il y a des femmes qui sont douées parce qu'elles vont arriver à l'accouchement en percevant à peine quelque chose, et puis elles vont accoucher en très peu de temps. Ça vous arrive souvent de rencontrer des femmes comme ça? Oui, c'est Ah oui pas tellement surprenant. De ne pas les sentir, les contractions, c'est souvent? Quelques pourcents des femmes n'ont aucune douleur du tout. 10% disent qu'elles ne demandent rien de plus. Ça a toujours existé. Ça a toujours eu des femmes particulièrement douées comme ça. Bon, alors vous, l'absence de contraction Oui, a fait que vous avez accouché aussi chez vous. oui. Racontez-nous. Toute seule, donc à 2h du matin, j'ai eu une grosse douleur au dos quand Donc même. c'était un mois avant, hein? C'était 4 semaines avant, un mois tout rond. Et c'est vrai qu'une grosse douleur au dos, il était 2h du matin. Ça vous a réveillé? Donc ça m'a réveillée. Et puis j'arrivais plus à redormir après. Et puis mon mari devait partir au travail à 5h du matin. Donc je voulais le laisser dormir, je voulais le laisser tranquille. Et puis j'imaginais pas du tout que ça allait arriver. C'était pas... Ce qui est le plus troublant, c'est la surprise. Voilà. Ce qui est le plus troublant, c'est la surprise, mais c'est pas possible que ça soit ça. Mais c'est-à-dire qu'elle a voulu aller aux toilettes Voilà. et puis elle a sorti la tête, quoi. Voilà. Et ça, bon, c'est bien que vous fassiez cette présentation parce qu'au moins toutes les femmes vont savoir que c'est possible. Oui, c'est ça, bah oui. Alors racontez-nous. Donc vous êtes sortie du lit pour pas réveiller votre mari. Voilà. Et puis j'ai tourné en rond dans la maison. Et puis ça allait mieux, donc je me suis couchée. Et puis je me suis assoupie. Et je me suis réveillée à 5h du matin, donc quand Christophe partait au travail. Et puis là, en rigolant, il me voyait avoir mal. Mais c'est pareil, la douleur, je l'apercevais pas beaucoup, donc pas d'inquiétude. Pour moi, c'était une petite douleur. C'était les premières douleurs de ma grossesse. Donc vraiment, oui, j'avais pas d'inquiétude. Et puis il est parti au travail. Et puis 20 minutes après, peut-être, une grosse envie d'aller aux toilettes. Et quand je suis allée aux toilettes, j'ai senti la poche des os sortir. Donc pas percer, mais sortir. Donc là, j'ai appelé Christophe pour qu'il revienne tout de suite. Et puis, bon, il était pas loin, il était à 10 minutes. Donc quand il est rentré dans l'appartement, la porte était en face, la porte des toilettes. Je lui dis, va me chercher une serviette. Et le temps qu'il parte de l'encadrement de la porte, et là, j'ai senti une drôle d'impression. Et puis, quand il est revenu en face de moi, il m'a regardé. Et là, je voulais pas mettre les mains, mais je savais que j'avais quelque chose qui sortait. Et quand j'ai mis les mains, c'est ses orteils que j'ai sentis se recourber sur mes doigts. Là, j'ai chopé les cuisses et les fesses de ma fille, et puis j'ai marché en canard jusqu'au canapé en la maintenant, parce que j'avais peur qu'elle tombe, et puis m'allonger, et puis essayer de finir le travail, quoi. Mais et donc par les pieds, donc, en plus. Et par les pieds. Donc la tête toujours à l'intérieur. Donc ça, c'est l'angoisse. Jusqu'à temps que la tête sorte, c'était... Oui, quand vous vous rendez compte. Puis le SAMU, il transmet l'angoisse aussi. Christophe avait le SAMU au téléphone. Et ce que disait le SAMU au téléphone, bon, c'était angoissant quand même, de se dire qu'il y avait la tête à l'intérieur, qu'il fallait faire très attention au cordon. Puis je la sentais vivante jusqu'au moment où ça s'est arrêté.
Donc ça là, il y a fait eu un plus moment bouger, d'absence elle et était- là, j'ai peur. Moi, j'ai eu peur et puis j'ai perdu courage, quoi. Donc c'est Christophe qui a remis un Et vous coup avez dit, pousse, Ah continue. oui, qu'on ne pouvait pas rester dans cet état-là, c'était Ouais. pas possible. Donc il m'a reboosté et puis Et on s'est mis au bord du canapé. C'est la meilleure position qu'on a trouvée. Où là, le bébé finalement est parti. Donc je me suis mise les fesses au bord de mon canapé et Christophe doucement a récupéré le bébé qui sortait tout seul finalement, sans crier. Et il l'a Donc réanimé. ça a été la deuxième angoisse. Il lui faisait du bouche à bouche parce que justement, elle ne criait pas. Donc la personne du SAMU lui a dit surtout dégagez-lui la bouche et faites-lui du bouche à bouche. Jusqu'à temps que. Elle avait encore on le arrive, cordon quoi. et tout. Ah oui, elle était. Oui, mais c'est ça. Le bien pour les bébés, c'est de respirer dès qu'ils sont à l'air libre, dès qu'ils ont la bouche libre. Alors c'est bien de. Quand ils ont mis un peu plus de temps pour sortir, comme pour un accouchement du siège, ils peuvent être encore encombrés. Ils n'ont pas avalé le liquide qui, normalement, dans la vie intra-utérine, encombre la gorge. Et qui s'expulse quand Ils il passe avalent. en bas. Normalement, ils avalent. Il faut un effort de déglutition et ça dégage tout le nez et la gorge. Et hop, ils sont capables de respirer. Donc, quand ils ne sont pas capables de le faire tout seuls, une toute petite aide, ça suffit. Bon, Voilà, tout c'est bien fini, vous allez nous Oui. raconter tout à l'heure. Votre fille va très bien. Alors, accoucher dans une voiture, ça vous dit? Non? Magali non plus, ça lui disait pas. Et bien pourtant, c'est ce qu'elle a fait. C'est un reportage de Virginie Betty et de Quentin Lepoutre. Tout le monde était là dans ta classe ce matin? Oui. Mais pas moi. Toi, t'es née où, Rémi? À la maternité, Et ta sœur, elle est née où? dans la voiture. Tu trouves ça rigolo? Bah non, un petit peu bizarre. Ouais, c'est sûr. Un peu bizarre. Pourquoi tu trouves ça bizarre? Parce que normalement, tous les bébés naissent à la maternité. Ton papa, c'est lui qui a fait ce que font d'habitude les docteurs. Non, à il la a maternité. filmé, juste. Ah, il a filmé, oui. Moi, quelqu'un me veut. J'ai aidé un peu maman quand même avant. Avant de filmer, j'ai aidé un petit peu maman. C'est papa qui l'a sorti de maman. Qu'est-ce qui pleure? Magali, Oui. il y a un souvenir là où... Ah oui, tout à fait. En fait, c'est une BD qu'a fait ma belle-sœur. Elle habite la Martinique et d'après le récit qu'on lui a raconté, elle nous a fait une mini-BD donc qui retrace avant, pendant et après l'accouchement. Voilà. On s'était couché, à minuit et demi, j'étais réveillée brusquement par la perte des os. Et puis, donc Jean-François, de suite, a emmené Rémi chez les voisins, comme il était convenu, si tout se passait la nuit. Puis là, déjà, j'ai quand même senti que le travail allait vite, mais sans grande crainte. Et puis donc nous sommes sortis donc à l'extérieur pour atteindre la voiture. Et là j'ai senti quelque chose quand même de très très fort, une grosse contraction. Et puis donc nous sommes montés dans la voiture. Et là donc nous avons roulé quelques centaines de mètres. Et là j'ai senti tout de suite que le travail allait vraiment trop vite et que nous n'aurons pas le temps d'atteindre la maternité. Puisqu'en fait la petite est née très rapidement. Je n'ai eu le temps que de baisser le pantalon et la tête est sortie comme une bombe. Et oui. On a peur dans ces moments-là tant qu'on peut espérer de l'aide. Parce que quelque part, on peut se permettre d'avoir peur puisqu'il y aura peut-être quelqu'un qui viendra vous aider. Voilà. Et puis, quand vous vous rendez compte que vous êtes tout seul pour gérer le problème, eh bien, vous n'avez plus le temps d'avoir peur. On la remet dans la boîte? Il y était de façon naturelle, quoi. Hein. La tête était sortie, la petite criait déjà. Grand soulagement. Donc bon, ça nous a rassurés, ça nous a un petit peu, c'est vrai, certainement calmés. Et du fait, tout de suite, si vous voulez, j'ai été chercher les épaules. J'ai porté ma fille comme ça, devant moi. Donc j'avais ma fille dans les bras, quoi. Donc c'était fort.
C'était fort. Bon, bah après, je l'ai redonné à la maman. Voilà, Hein. donc moi j'ai dégrafé rapidement mon chemisier, j'ai fait un corps à corps, et puis on a mis le chauffage à fond dans la voiture. Jean-François est allé me chercher des couvertures et on a prévenu le on SAMU. a téléphoné au Enfin. SAMU. En fait, je voulais l'allaiter, donc je l'ai mise tout de suite au sein. Et là, ça a été des moments vraiment très inoubliables, privilégiés, puisque en fait j'ai eu ma petite en corps à corps pendant pratiquement 2 heures. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intense pour une maman et vraiment d'inoubliable. On a conçu l'enfant et tu l'as porté et je l'ai mis au monde. Donc quelque part, c'est assumer ses actes jusqu'au bout. Mais ça reste de toute façon gravé à vie dans notre mémoire, dans la mémoire du couple, dans la mémoire de la famille, enfin du foyer tout au moins, et de la famille en général. Ça soude le couple en fait. Alors Carole, comment avez-vous vécu votre accouchement, vous? Très sereinement. L'équipe était sympa? Très sympa. Les pompiers, tout? Les pompiers, tout le monde connaissait le département du Finistère par cœur, pour me rassurer, vraiment, pas de problème. Arrivé à la maternité, c'était pareil, parce que mon aîné avait eu la varicelle 2 jours avant. Ouais. Donc j'avais déjà été chez un pédiatre, et il s'est avéré que ce pédiatre, c'était celui qui était de garde. Ah, donc en vous fait, j'ai vu connaissiez. des visages que je connaissais un petit peu, du fait de les avoir vus une fois. Et ça m'a rassurée aussi de savoir que cette personne-là s'occuperait du bébé quand il serait né. Et que ressentiez-vous? De la joie, de la surprise. Ouais. Vous n'avez pas eu peur de la césarienne? Du tout, parce que j'ai eu des cours de préparation de l'accouchement et on en avait parlé au départ. Ils ont bien précisé, la césarienne est possible sous certaines conditions. Et c'est vrai que sentant qu'il y avait du danger de le perdre, en fait, j'ai pas douté. Quoi. Oui, on y va, allez-y, sans problème. Qu'à lui. Voilà. Vous étiez angoissée ou pas? Étonnamment, non. Ouais. Non, j'avais hâte d'avoir mon bébé avec moi. Mais quand on est dans l'action comme Voilà. ça... On n'a pas peur, mais c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Voilà, papa. on trouve les ressources en soi Ouais. pour faire. Apparemment, tout le monde a réussi. Voilà, le danger, c'est quand ça ne se passe pas très bien. Parce que on n'est pas très loin de la vraie difficulté. Là. Ouais. Quelques minutes de plus, quelques décisions pas bien faites ou pas faites aussi vite que possible. C'est pour ça que c'est bien d'aller dans une maternité pour faire une césarienne en urgence et qu'on peut faire en quelques minutes. Hein. Voilà. Ouais, bah, bien sûr. Et ça, alors... On ne remet pas en cause les... Non, mais c'est... Je vous sûr. rappelle. Ouais, Je vous vous avez rappelle, raison. c'est pour s'adapter à ces accouchements extrêmement naturels, c'est quand même bien d'avoir, quand il le faut, un bon secours, quand c'est vraiment nécessaire. Ouais. Et pour vous, alors Christelle, comment allait votre bébé à l'arrivée des pompiers? Oh, mon bébé, il allait bien. Il n'a pas eu froid? De suite, on l'a couvert, donc il était... Enfin non, les pompiers, ils ont plus cherché à m'installer dans le lit pour nous maintenir tous les deux au chaud. Parce qu'il y avait 6 semaines quand même Qui a d'avance. fait la délivrance alors? C'est l'obstétricien à la clinique, Voilà. après. Après. Donc ils vous ont conduit Donc vous êtes à la restés clinique tous les après. deux comme ça avec le cordon, Le cordon oui. relié. Et le cordon a été coupé par le SAMU, il était 11h10. Ah, parce que ça veut dire que c'est quand on coupe le cordon qu'on détermine l'heure de naissance, c'est ça? Non, Sur le c'est quand Internet, l'enfant là, nous, est c'est- complètement Eux, sorti. c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, nous. C'est à partir du moment où ils ont coupé le cordon, ils ont donné comme acte de naissance, enfin l'heure de naissance, c'est l'heure de coupage du cordon. Bon, moi je sais qu'il est né avant, et toute l'histoire fait qu'il le saura La aussi. vraie mais- définition Et en fait, de c'était l'heure de la combien de temps naissance, avant pour vous? plusieurs minutes. 1 heure? Enfin, il était 45 quand Franck est arrivé, il était déjà né, donc entre 40 et 45 il est né. Oui, donc 10 une heures. demi-heure, quoi. Au moins une demi-heure, ouais. Oui, bon, ça c'est Mais c'est parfaitement un temps où on peut attendre pour couper le cordon. Ouais. Et pour vous, Aurore, vous avez vraiment eu peur pour votre bébé longtemps? J'ai eu peur très longtemps, enfin très longtemps, pendant moins 2 ans. Où Pendant 2 ans? J'ai eu une angoisse de son évolution, de peur qu'il lui ait manqué d'oxygène, peur qu'il y ait eu quelque chose vraiment à la naissance. Le fait de ne pas avoir un corps médical, de ne pas avoir des réponses à ces questions, à ces angoisses, et pas avoir un professionnel là, quand il... Oui, bon, ça, c'est à la vraiment minute. Les la personnes difficulté. sont arrivées, ça faisait 5 minutes qu'elle était née, donc puis pas inerte, quoi.
Donc j'ai eu, oui, très longtemps peur, jusqu'à temps que je la voie évoluer et grandir et Oui, vous avez pensé au pire pendant l'accouchement, de toute façon. Il connaissait le bouche à bouche, Christophe? Non. Il a improvisé et tout? Je me souviens de le voir mettre ses 2 doigts dans sa bouche, dans la bouche de Chloé, et le voir, faire tout de suite le bouche à bouche. Donc après, je ne sais pas ce qui lui avait été dit au téléphone. Samy lui a conseillé, c'est de nettoyer les sécrétions qu'il y avait encore à l'intérieur de la bouche et de la gorge. Oui, c'est ça, c'est très bien. Mais... Vous avez ressenti une certaine culpabilité ou pas du tout? Non, parce que c'est pas moi qui... Si elle y est pour, elle est douée, elle ne se sent pas les contractions. Ah oui, ben ça, il faut faire avec. mais il n'y a pas de culpabilité à ça. Mais non, évidemment. En général, les mamans culpabilisent quand elles ont un accouchement hors norme ou pas? Non, sauf quand elles ont fait un effort particulier qui était parfaitement interdit, mais non, il n'y a pas de culpabilité à ça, vraiment pas du tout. Là, les femmes qui ne sentent pas les contractions doivent le connaître comme une prédisposition qu'elles doivent apprendre à utiliser. On sait qu'après le premier, ça aussi. Oui, c'est ça. Sauf si la mère ou la grand-mère ou la tante ou la sœur ont fait pareil. Là, il faut se méfier des histoires familiales qui racontent ça, parce que ça peut être vrai. On voyait bien dans le reportage, Aurore, que cette naissance un petit peu particulière, ça avait soudé le couple encore davantage. Est-ce que c'était le cas pour vous? Oui. Vraiment, vous le sentez? Il y a eu moi, j'ai eu une confiance après inouïe, quoi. Une confiance démesurée complètement face à Christophe. Vous avez découvert qu'il était capable de réagir formidablement. Voilà. Vous pensiez qu'il pouvait le faire ou pas avant? Non. Je m'étais mise dans la tête que de toute façon, j'irais à l'hôpital. Ce serait ou ma meilleure amie ou ma maman qui sera à côté de moi ce jour-là. Il ne serait même pas là à l'accouchement? Non. Il avait pas trop envie. C'est quelqu'un qui a du mal à rentrer dans les hôpitaux, qui n'aime pas ça, qui rentre à l'accueil, ça y est, quoi. Encore maintenant? Il a déjà envie de tourner les talons, oui. Ah, encore maintenant? Oui. C'est fou, hein. Mais au pied du mur, c'est autre chose. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur le carnet de santé, il note le nom du médecin accoucheur, et donc on a mis le nom de Christophe. C'est marqué le papa. C'est bien, hein. Il est fier. Ah bah oui. Et pour vous, Christelle, ça a modifié votre couple, cet accouchement un petit peu particulier ou pas? Non. Vous n'étiez pas là en même temps. Il est arrivé après. Non, mais... Vous ne reprochez pas. Ça là. Non, justement, il hésitait à savoir s'il voulait venir assister à l'accouchement ou pas. Là, il n'a pas eu le choix. Ça s'est fait. Non, ça n'a pas vraiment changé, quoi. On était soudés avant, on est toujours soudés maintenant, quoi. Professeur Papernik, les cas comme ça d'accouchement où le futur père devient médecin accoucheur, ça améliore toujours les relations de couple, j'imagine? Oui. Non, mais c'est bon, ça a toujours cet effet-là. C'est surtout la découverte des capacités de l'autre membre du couple. Formidable capacité d'inventer, de s'adapter, de faire ce qu'il faut au moment. C'est merveilleux. Oui, mais alors vous savez, il y a des hommes qui sont par exemple choqués de voir leur femme accoucher. On le dit, rester du côté de la tête et tout ça, parce que sinon, pour votre sexualité future, ça peut poser un problème. Mais quand ils sont carrément... Quand ils sont aux premières loges, ça ne peut pas changer? C'est d'autres registres. C'est le registre de savoir-faire, de se dévouer, de répondre à l'urgence, c'est quelque chose de différent. Donc c'est pas vécu de la même façon? C'est plus la question de la pudeur. Ah ouais. C'est plus la question de la pudeur, c'est une question, il faut rendre service. Et ça, c'est complètement différent. Pourtant, avant, les femmes qui accouchaient, notamment au XVIIe siècle, là, la pudeur, elle était vraiment... Alors voilà, quand on met la pudeur devant... Ouais. Qu'est-ce qui se passait? Racontez-nous. Eh bien, on accouchait sous les robes. Et les sages-femmes sortaient les enfants de sous les robes. On ne montrait jamais le corps nu au XVIIe siècle. Il y a même un médecin qui a voulu aider une femme qui s'est retrouvée au gibet. Il a été exécuté pour avoir violé la pudeur. C'est dingue. Mais oui, bon, donc quand on met la pudeur en avant... Et puis, on connaît son nom quand même à celui-là? Oui, bien sûr, mais et depuis que bon, avec l'accouchement, toute la transformation de l'information des femmes et de l'accouchement sans douleur des années 50, on a invité les hommes à participer à la préparation de l'accouchement et même au déroulement. Alors, il faut qu'ils arrivent à trouver leur position, parce que si c'est une position de voyeur, c'est pas bien du tout. Qu'est-ce que ça a changé, la position des pères, justement, pendant l'accouchement? Plus de solidarité, le partage de l'émotion. Ouais. Le partage de l'émotion de la naissance, c'est une merveille, quand même. Donc vous pensez qu'on les pousse pas trop dans les salles d'accouchement, les papas? Non.
Non, ils ont envie. Et il faut écouter quand même. Il faut avoir l'oreille ouverte pour entendre les réticences. Qui peut être celle de la femme. Oui, aussi, bien sûr. J'ai pas envie. J'ai pas envie qu'ils voient ça. Voilà. C'est une histoire de femme. Ou l'histoire du compagnon de Marie qui dit non, je suis gêné, donc il faut s'arrêter. Il faut pas faire parce que tout le monde fait. Ouais. Il faut faire parce que ça apporte quelque chose. Ça apporte le partage de l'émotion, le partage de la solidarité, le renforcement du couple. Ça, ce sont des vraies valeurs. Mais le voyeurisme ou le suivi, l'attitude panurge, non. Vous respectez, vous, l'intimité, la pudeur des couples? Alors, il faut faire très attention, dans la clinique ou à l'hôpital, que la salle d'accouchement ne soit pas un lieu où tout le monde passe. Où les voyeurs n'ont pas leur place, où même les élèves doivent dire bonjour et respecter les formes de la pudeur. Alors ça, quand on est chef de service, comme j'ai été pendant des années, ça fait partie des valeurs fortes qu'il faut imposer à ces équipes en chassant ceux qui ne respectent pas. Et je l'ai fait très fort. Parce que ça fait partie, bon, c'est pas de la technique, c'est de la relation. Bien sûr. Avec les gens, et c'est très, très, très important que ça soit respecté. Alors, la présence de plus de personnes, quand on a un accouchement de jumeaux ou un accouchement de triplé, il y a c'est nécessaire, oui. Un monde fou. Il faut, malgré la difficulté technique éventuelle, il faut savoir se retirer. Voilà, faut que les valeurs de base du relationnel, du respect des gens, soient respectées. Christelle, avec le recul, alors quel souvenir retenez-vous de cet accouchement? Très bon. Moi, c'est vrai qu'il reste un résiduel de sensations de peur au moment où ça a commencé. Mais non, maintenant, ce qui se passe, c'est surtout la réaction des autres quand je raconte mon histoire. Ah oui. Ça me fait rire, c'est surtout ça. C'est une aventure. Ah oui, mais c'est... voilà. Et vous, Aurore, quel bilan Moi, je dirais que si c'était à refaire, je le referais à la maison. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire que si vous faites un deuxième, vous avez envie? Je me vois très mal, je vais dire grossièrement, entre 4 murs blancs et les pieds sur les étriers. Alors qu'avant, à faire vous pensiez quelque pas chose. ça, hein? Non. Bah non. Ouais. Non, c'était pour moi, il fallait justement cet encadrement médical et c'était une sécurité qui était... Et maintenant, je pense que oui, on le vit mieux quand on est dans le cocon familial, dans le... Mes peurs, elles sont parties finalement, mes angoisses. J'étais chez moi, j'avais plus à avoir peur. Donc, et c'est quelque chose que vous envisagez, Chloé, à 4 ans? Non. Pas tout de suite? Non. Bon, on attend un petit peu. Oui. Et pour vous, Carole, alors pourquoi vous invitez à son mariage? Parce que vous prenez tout l'intérêt, quoi. J'ai eu un peu peur de ça, justement. Votre sœur, hein. En pensant pendant l'accouchement à ça, je me suis dit, j'espère que je n'ai pas volé la vedette. Mais bon, elle m'a dit que non, donc ça allait très bien après. Vous deviez être super élégante en même temps pour accoucher? On m'a dit que j'étais la plus belle des femmes venant accoucher, avec talons aiguilles, robe de soirée. Non, que de bons souvenirs. Oui, hein. Et le lendemain, j'ai eu beaucoup de monde à venir me voir, que je ne connaissais pas. Tous les gens du mariage? Tous les gens du mariage sont venus me dire... Ça, c'est dur, parce qu'on a envie d'être un peu tranquille, non? On avait envie de voir du monde, mais beaucoup de monde, c'était peut-être un peu trop aussi le lendemain. Mais ils étaient toujours en mariage, à faire la fête, donc alors, ils passaient. En même temps, votre sœur et votre enfant, vous vous souviendrez de la date, quoi. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. On ne pourrait pas l'oublier. À quelques heures près, parce que j'ai accouché pendant nuit le repas. Ah bon. Donc, mais on se souviendra toujours. Et elle est marraine de mon fils. Ah bah oui, forcément. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient pendant que vous accouchiez? Ils étaient pendus au téléphone? Toutes les 5 minutes, il y avait quelqu'un qui appelait. Et quand il est né, on a chanté le Divin Enfant au mariage. Professeur Pepernix, d'ailleurs... Ça fait partie de la fête, quoi. Bah oui. On a vu tout à l'heure avec Aurore qu'éventuellement, maintenant qu'elle avait vécu ça, elle envisageait d'accoucher à domicile. En France, on n'est pas super à la pointe de l'accouchement à domicile. Vous en pensez quoi? Non. Quelques femmes veulent. Pourquoi on n'est pas comme les Hollandais? Parce qu'on n'a pas fait le même choix il y a 40 ans, les sages-femmes hollandaises et les accoucheurs, sous l'autorité du syndicat des sages-femmes et du professeur Klosterman, on reconnaît son nom, ont trouvé un accord pour dire les accouchements physiologiques, on peut les faire à la maison, et les accouchements pour lesquels on ne sait pas si ça va bien se passer, il vaut mieux les faire à l'hôpital. Et en fait, il y a une entente dès le départ. Il y a une très bonne entente qui ne s'est pas produite dans l'Est, dans aucun des autres pays européens, ni aux États-Unis, ni au Japon, disons, dans les pays développés.
le sentiment de familiarité, de sympathie de la maison a été déplacé par la recherche de la sécurité. Dans les années 50, la recherche de la sécurité, elle était quelque chose de majeur. C'est parce que les femmes ont décidé en 1950 de passer de la maison vers un lieu où il y avait un encadrement professionnel qu'on a pu installer les systèmes de sécurité. Donc on oublie. Mais quand on a les accouchements naturels qui se passent, on voit qu'il y a un certain moment où on peut frôler. Donc, mais en Hollande, par exemple, un premier accouchement ne va jamais se passer à la maison. Ah oui. Parmi les critères de choix, est-ce que c'est prévisible que ça va se passer bien ou pas, en ce moment, c'est si le premier accouchement s'est passé bien et... à la clinique, dans ce cas-là, on peut éventualiser dans ce cas-là, on peut essayer pour le second. D'accord. Et ça, tant qu'on ne définit pas clairement, comme en Hollande, les règles de qu'est-ce qui est possible à la maison et qu'est-ce qui est possible avec un encadrement médical plus important, on est devant des accouchements pas prévisibles dans leurs difficultés. Et d'après vous, la naissance subira quelle mutation dans les 10 ans à venir ? On essaye, on est Plus toujours de maisons en train de on est en permanence en train de passer du relationnel au sécuritaire. Bon, les maisons de naissance comme celle de l'hôpital Trousseau qui est en train de se fabriquer, c'est une maison de naissance à la porte de l'hôpital. Donc la distance pour le secours, c'est une porte ouverte. Bon, alors, c'est une des façons de résoudre la difficulté incontestable entre la familiarité et la sécurité. C'est très, très difficile. C'est difficile, c'est pour ça qu'on existe et ça nous arrange donc bien. Donc on va avoir des évolutions dans un sens, puis des évolutions dans un autre, et puis on trouvera un équilibre. On est arrivé en ce moment à une sécurité très extraordinaire. On va avoir du mal à la quitter, même si l'envie d'accoucher à la maison a toujours été forte. Bon, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que... D'abord, on a 3 filles qui ne sentent pas les contractions, mais bon, ça c'est votre histoire, c'est votre chance. Et on peut retenir en tout cas que les parents trouvent des ressources insoupçonnées quand il s'agit d'un accouchement imprévu. Donc bravo les filles et bravo à vos maris qui vous ont toujours soutenues. Chapeau, vous avez de la chance. On va retrouver Nathalie Le Breton pour un mat.com exceptionnel. Attention, millième oblige. Et puis je vous invite à poursuivre cette discussion sur le forum. Bonjour Nathalie. Bonjour Karine. Comme quoi il y a une justice, parce qu'elles n'ont pas de contraction, mais en même temps elles accouchent très rapidement. Oui, certes, mais vous savez finalement, c'est vrai qu'on peut se dire qu'elles ont de la chance, mais en même temps, vivre ce cheminement, sentir son bébé, c'est vrai que c'est dans la douleur, mais c'est quand même une expérience. Je pense aux femmes qui ont pu accoucher par voie basse. Vous pensez aussi effectivement aux femmes qui ont accouché par césarienne. Ça n'est pas parce qu'on vit ce cheminement qu'on est pour autant une mère suffisamment bonne, supérieure aux autres, pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est fou dans cette histoire, c'est que ça nous pousse dans nos retranchements et on se découvre avec des compétences, on se découvre avec une force soi-même, l'autre nous découvre aussi comme ça. Un savoir-faire aussi, curieusement, quasiment, probablement, instinctif, marqué quand même depuis des générations et des générations, et qu'on a assez peu d'occasions de s'éprouver comme ça, physiquement, même physiologiquement. On ne connaît pas trop son corps dans la façon de vivre, et puis psychologiquement. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour revenir à l'accouchement en France, on a fait des gros progrès, c'est évident, au niveau de la mortalité maternelle notamment, mais qu'aujourd'hui, on a un taux de 10 pour 100 000. Quand vous regardez l'Afrique, par exemple, on a un taux de 830 pour 100 000. Vous imaginez, c'est énorme. L'OMS au niveau mondial, c'est 400 pour 100 000. On a quand même des gros progrès à faire, puisque on sait que sur cette mortalité maternelle, on pourrait éviter à peu près 30% des cas de décès des femmes. Donc ça veut dire qu'on peut encore progresser. En tout cas, si on regarde, on prend la distance avec l'Europe, et on en profite avec la millième pour voir justement ce qui se passe ailleurs, absolument. Est-ce qu'on pourrait leur chipper comme idée ? Voilà. Alors, vous avez parlé de l'accouchement à domicile et on ne cesse de parler dans les maternelles de ce retour au physiologique. Et on peut dire que c'est valable absolument dans toute l'Europe, dans tous les pays du Nord et même ailleurs. En Italie, par exemple, on vient d'ouvrir à Naples une école de sages-femmes totalement spécialisée sur l'accouchement physiologique. C'est-à-dire totalement naturel, avec les pratiques qui vont avec, le yoga, l'acupuncture, etc. En Algérie, pénurie de sages-femmes, parce que qui dit physiologie
Accouchement physiologique dit la nécessité d'être entouré de sages-femmes. Attention, là on parle de cas, je rappelle que quand même 95% des accouchements se passent bien, donc on est hors pathologie, on est d'accord. Voilà. Donc du côté de l'Algérie par exemple, il y a aussi une pénurie de sages-femmes et on forme à l'heure actuelle en 6 mois des sages-femmes qu'on appelle des accoucheuses rurales qui vont aller dans les bleds, absolument, pour aider les femmes à accoucher, pour éviter justement cette mortalité maternelle. C'est un petit peu nos anciennes... Ça suffit, vous pensez ? Non, mais ce sont un peu elles ont le savoir. Il y a la transmission entre femmes se fait davantage. Ce sont un petit peu nos anciennes matrones. Ouais. Donc, si vous voulez, elles ont quelque chose de plus, mais elles ne peuvent en aucun cas intervenir d'un point de vue médical. Si on continue un petit peu le tour, si vous allez en Australie, par exemple, c'est pareil. On essaye absolument de recruter des sages-femmes et on en manque. Et là, il y a une volonté politique de faire de la promotion pour ce métier. Et donc, on va dans le sens d'une reconnaissance de la profession de sage-femme. Tant mieux, de nouveau, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, mais on a encore des progrès à faire, puisque si vous allez en Bulgarie, par exemple, on s'est rendu compte que la quasi-totalité des accouchements sont, et c'est près de chez nous quand même, sont des accouchements médicalisés, c'est-à-dire avec une programmation de césarienne, et vous savez qu'aujourd'hui on revient de tout ça et qu'on essaye de nouveau de repartir sur quelque chose de plus naturel. Par là, quoi. Oui, donc si vous voulez, l'intérêt de l'Europe, c'est ça aussi, c'est pouvoir bénéficier les uns des autres, et on a appris notamment autour de l'accouchement, justement quand vous allez du côté de l'Angleterre ou par exemple de l'Allemagne, vous savez qu'on a un problème en France qui est le taux d'épisiotomie qui est encore extrêmement fort. Oui. La recommandation de l'OMS, beaucoup plus que ça, c'est 20%. Et nous, on est très au-dessus. On est très au-dessus, notamment du côté des primipares. Et quand on est allé voir ce qui se passait en Angleterre, on s'est rendu compte qu'il y avait des mères qui s'étaient complètement investies sur ce sujet et qui ont mené évidemment un engagement. Et nous sommes passés, entre les années 80 et maintenant, on est passé de 53% à 13%. Vous imaginez, on est en dessous de la barre de l'OMS. On n'en est pas encore au niveau de la Suède à 6%. Tout ça pour dire que, on a encore des progrès à faire pour effectivement que les mamans se portent mieux, pour être respectées dans notre volonté d'accoucher comme on le souhaite. Et je pense notamment, par exemple, au toucher vaginal. On a aussi beaucoup appris de l'Angleterre et de l'Allemagne, puisque c'est un geste un petit peu invasif et dérangeant, y compris, très mal vécu, y compris quand on accouche. Or, on s'est rendu compte qu'on pouvait éventuellement faire sans, très souvent d'ailleurs. Donc il y a encore du chemin, mais je suis sûre que dans 1000 émissions, nous aurons encore progressé. Ça va aller vite. Ça va aller très vite, et les maternelles, ça sert à ça. Alors du côté des livres, pour vous accompagner dans cette réflexion, d'abord je vous présente quand même le catalogue de cette exposition superbe dont vous avez parlé, nous avons vu des photos, mais France 5 est partenaire, c'est les éditions du Muséum. C'est parce que je voulais vous présenter cette fameuse chaise à laquelle faisait allusion le docteur Paperny, qui est là, vous voyez, donc vraiment on a l'impression que c'est quasi, là c'est la première table d'accouchement, et je voulais vous présenter quelque chose, puisque le combat des sages-femmes en France remonte à très loin, et dont au XVIIIe siècle, Madame Marguerite Ducoudray, qui s'en va former dans les campagnes françaises les femmes, justement pour arriver à accoucher le mieux possible. Et regardez ce mannequin qu'elle a inventé. Oui, c'est ça, il est tout en tissu. Vous avez le bébé qui sort pour expliquer aux jeunes femmes qui vont accompagner comment le bébé va naître. Il y avait quand même des militantes quasi, en tout cas féministe presque. Alors, on inverse un petit peu tout lors de cette semaine. Très joli livre, un roman. Florence Pazzotou, L'accoucher. Je pense que vous êtes des milliers, peut-être des millions, certainement, vous auriez voulu écrire ce livre. C'est sorti aux éditions Compact. C'est une femme qui est sur le point d'accoucher. Donc c'est toute son attente. C'est je n'aurai pas la péridurale, non, je ne l'aurai pas. Et à la fin, oui, je la veux, mais en fait le petit est en train d'arriver. Elle dit quelque chose de très très joli. Elle nous dit: il est faux de dire que je sais que l'enfant va passer. Il est paradoxal d'affirmer que je sais que je vais accoucher. Je ne sais rien quand je dis que je sais. Je savais que j'allais accoucher. Il est vrai que l'enfant va passer. C'est faux quand je le dis. Si je dis que je sais que je vais accoucher, aussitôt s'abolit je le sais, se vide de son contenu mon je sais. De même qu'en voiture disparaît le chemin, si je dis je connais. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de connaître,
Non, vous êtes largué. Bon, d'accord. Enfin bref, je vous assure que c'est un très bon moment, et notamment si c'est un premier bébé. Je continue avec peut-être du plus classique, Daniel Stern, bien sûr, et Nadia Bruchweiler-Stern, La naissance d'une mère, c'est sorti chez Odile Jacob. C'est un événement, cette grossesse, c'est ce qu'elle nous dit, qui a lieu malgré nous, qui a lieu à cause de nous aussi, on déploie une force, une concentration, une envie pour dépasser toute cette douleur, et que c'est un moment d'endurance, mais qui est extrêmement vite oublié, curieusement. Et puis on a parlé des pères, Gérard Strouk, Corinne Wilder-Bompard, Je vais être papa, c'est sorti au Rocher, tout simplement pour dire que effectivement, les pères ont le droit absolument de faire ce qu'ils veulent, venir à l'accouchement, ne pas y aller aussi. Ce qui est important, c'est qu'ils ont parfois des idées reçues. Ils ont l'impression qu'ils vont être spectateurs. Or, en général, vous n'êtes pas passé devant et ce que vous voyez n'a rien à voir. Et surtout, vous êtes un intermédiaire en rapport avec la vie, en rapport avec les professionnels de santé. Et pour arriver à dépasser ce qu'on imagine en théorie, c'est très important de se parler entre pères. Puis on a besoin parce que de vous savez, oui, et puis on a besoin d'eux. Quand on a la chance, absolument, quand on a la chance d'avoir monsieur, bien sûr, à côté. Du côté des livres pour enfants, moins une. Voilà, pour nos mamans qui ont accouché dans la rapidité sans rien sentir, les Vénardes, Annie Agopian et Claire Franek, aux éditions du Rouergue. Alors voilà, hein, bien avant qu'on soit un enfant, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, on était cette petite chose, une toute petite graine. C'est vraiment pour les enfants de maternelle à partir de 3-4 ans. Et pourtant, on avait expliqué la naissance. On avait un cœur qui battait déjà. Et puis, on était un petit peu cosmonaute, on était libre. C'est un livre qui est relativement romantique et poétique. On suçait notre pouce, donc toutes les compétences du bébé. Et puis, il y a un moment donné, aïe, ça y est, j'ai envie de sortir, j'embête ma mère. Et je suis là, ça y est, j'y suis. Et puis, si vous avez un enfant, vous pouvez aussi dépasser le terme. On angoisse sur l'après-terme. Eh bien, aujourd'hui, on dit qu'il faut se calmer par rapport à ça. Bébé Jules, qui ne voulait pas naître. Florence Noiville et Alice Charbin, c'est pour Gallimard Jeunesse, pour les enfants à partir de 4-5 ans. Et c'est pareil, c'est l'histoire d'une dame qui est enceinte, très enceinte. Ce bébé, il ne veut pas venir, il est très bien dans le ventre de sa mère. Et finalement, alors on essaye de lui parler, on essaye de lui faire peur en lui disant il faut absolument que tu sortes, etc. Et tout simplement, sa maman va lui parler et il va avoir envie de sortir une très belle histoire. Merci Nathalie. Alors, vous savez que cette émission, pendant toute la semaine, on a 2 heures d'émission. Donc jusqu'à 11h, on est tous ensemble. Donc, vous, après la série doc Maman d'Europe, on vous retrouve avec 1000 façons d'être père, avec un papa. Et puis juste après, Brigitte Fossé sera la marraine de cette émission d'aujourd'hui. On va la retrouver d'abord toute seule et puis ensuite dans le pêle-mêle. Et il y aura aussi un bêtisier dans le pêle-mêle. Alors, à tout à l'heure. Mais tout de suite, on part à Chypre. Alors, on va aller découvrir des enfants qui vivent à Chypre. Il s'agit de Miralis et de Panayotis. 2 enfants. C'est pas facile, hein, c'est un pays qui est partagé. C'est pas simple non plus au niveau des structures qui accompagnent les enfants. Un enfant sur 2 est inscrit à la maternelle seulement. Vous allez voir, on a beaucoup à apprendre. Des pères, bah oui, c'est ça aussi, les maternelles. Alors des pères plus ou moins présents, des pères plus ou moins investis. Mais vous imaginez bien que tous ceux qui nous écrivent et ceux qui nous font l'amitié de venir cette semaine, pour cette semaine exceptionnelle, eh bien ce sont des papas qui sont tombés dedans. Et c'est le cas de Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être venu de Marseille. Vous êtes le papa heureux, très heureux de 2 garçons, un petit Gabriel et un Arthur. Alors on peut dire que vous êtes le papa des imprévus. On va y revenir. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu dans l'histoire et vous nous disiez, parce que curieusement, vous aviez un vrai projet de naissance pour un primipare, c'est-à-dire pour un premier bébé, ce qui est assez exceptionnel pour un père. Pourquoi? Qu'est-ce que vous vouliez faire? On a pris le temps parce que donc il est arrivé, on avait presque la trentaine tous les deux, on a quand même pris aussi le temps de le faire, le temps de se poser, le temps de trouver une ville aussi pour le faire peut-être. Carrément. Ouais. Et puis bon, ouais, après c'est vrai qu'il y avait un gros désir d'enfant. Vous l'imaginiez comment cet accouchement?
On avait vraiment un peu envie de faire un bébé bio, quoi. Et avec l'accouchement dans l'eau, si c'était possible. Enfin, on ne connaissait pas trop, c'était pas encore tout. On s'est renseigné, on a essayé de trouver ce qu'on pouvait faire à Marseille pour ça. Un peu à part. Ouais, et puis plus autour de lui que dans la technique. Voilà, ouais. Et puis, donc on a préparé ça dans cette idée-là, avec ce qu'on a trouvé à ce moment-là, et ça n'a pas été possible d'accoucher là-bas. Alors voilà, et imprévu. Alors vous allez voir, pourquoi imprévu? Alors vous avez le beau projet, super bien fait, accouchement alternatif et tout, et qu'est-ce qui se passe? Grève de la maternité. Bah oui, il faut bien qu'elles s'expriment, les sages-femmes. Donc impossible d'aller dans ce lieu. Ah ouais, j'ai téléphoné jusqu'au dernier moment. Claire avait perdu les os et tout, donc il fallait qu'on y aille, quoi. Et donc ils me disent, non, on est en grève, c'est fermé, c'est pas possible du tout. Donc vous êtes retrouvés à quel endroit? Donc on est allé à un hôpital où il y avait des sages-femmes qui avaient été réquisitionnées, en fait, et on est arrivé en ayant préparé ailleurs, dans des conditions un petit peu délicates. Donc un petit peu déçu finalement par cet accueil, on va dire. Nous, on était tellement centrés en fait autour du bébé que, à ce moment-là, on flotte un peu, quoi. Il y a plus trop rien d'autre qui existe, donc on fait en fonction et on perdait pas de vue vraiment cet objectif-là. Et donc, c'était pas possible. On est parti sur autre chose et. D'accord. Il n'y a pas eu de panique. Le speed quand même. Il y a eu un peu de speed. Ouais. Et donc un deuxième bébé conçu, et là vous vous dites, ça va être pareil. Alors là, on avait fait encore mieux parce qu'on avait trouvé une maternité, pour Arthur à Pertuis, qui est très connue dans la région pour justement faire vraiment quelque chose d'alternatif, d'intéressant et avec beaucoup de choses qui sont proposées aux mamans, toute une préparation. Et puis oui, donc on a fait toute la préparation là-bas, et puis Arthur est arrivé un petit peu en avance. Et vous étiez où? Et j'étais dans le désert à ce moment-là, donc pas possible. C'est ça les pères d'aujourd'hui, vous voyez, on projette, et hop, alors, je ne vous reconnais pas. Ma foi, s'il veut arriver en avance, moi, ça me pose pas de problème, à la limite, on était aussi un petit peu dans cette idée-là, le bébé est une personne, quoi. Et donc, non mais attendez, vous étiez frustré quand même, non? Peut-être, je sais pas. Enfin, ce qui était important, c'était lui, quoi. Bon, moi, oui, de pas avoir fait l'accouchement. J'avais quand même déjà fait l'accouchement de Gabriel. Ça aurait été pour Gabriel, si j'avais pas pu être là, j'aurais été vraiment fou. Mais là, j'avais déjà vécu un accouchement, donc là, c'était plus lui, c'était plus notre aventure. Bon. Après, je savais quand même qu'on allait avoir le temps de passer du temps ensemble pendant quelques années. Et votre devenir père, vous l'avez senti à quel moment pour le premier? Comment ça s'est passé pour le deuxième? Parce que vous parlez beaucoup de l'enfant, vous le mettez beaucoup en avant. Et vous, alors, en tant que papa? Moi, pendant la préparation du premier, je pense que j'étais très frustré que ça soit ma femme qui le porte, en fait. Mais j'en avais conscience. Il y a des pères qui font qui gonflent et tout. Bon, moi, j'ai pas gonflé quand même. Mais c'est vrai que quelque part, je crois que j'étais jaloux. J'étais jaloux de pas le porter. Et puis bon, il y avait ce contact-là, mais c'est vrai que ça reste toujours un petit peu abstrait, quoi. On le sent, on l'entend. Ça reste un peu abstrait, donc j'avais hâte qu'il arrive quand même pour qu'on soit en tête-à-tête et qu'on voit un peu ce qu'il en est. Et pour Arthur, le cheminement que doit faire un père quand il a à chaque fois un enfant différent est le même, ou en fait vous étiez blindé, finalement Non, j'étais pas blindé, mais j'avais beaucoup plus de facilité à l'imaginer. Parce que je savais que ça marchait en quelque sorte, pour le dire comme ça, je savais qu'au final il y aurait effectivement un bébé. C'est bête à dire, mais c'était ça. Et donc, je savais qu'effectivement, il était là, et je savais comment ça se passait après, etc. Et donc, j'avais beaucoup plus de facilité à l'imaginer, à avoir un contact avec lui quelque part. Donc, vous étiez dans les dunes et vous avez imaginé l'accouchement. Et le premier contact, ça s'est passé quand, alors? Quand je suis revenu, on est venu me chercher à l'aéroport, je suis arrivé à la maison, et bam, il était là, quoi. Et là, on est resté collés pendant un bon moment. Quelques jours peut-être. Vous avez expliqué votre absence parce que vous m'avez l'air très au fait pour un jeune papa. Allez, racontez-nous, mettez-nous dans la confidence. Donc vous avez dit à madame, t'es gentille, je m'en occupe. Mais je me suis pas excusé. C'est vrai qu'avec le recul, peut-être qu'aujourd'hui je lui dirais excuse-moi de ne pas avoir été là. Là, je le vivais plus, mais peut-être c'est effectivement de la frustration de ne pas avoir été là. Comme, voilà, t'as décidé d'arriver en avance, c'est ta vie, si tu veux, t'arrives en avance, je suis pas là, tu le savais très bien, voilà quoi.
Et donc c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de frustration de ne pas avoir été là à ce moment-là. Ce qui m'étonne, c'est effectivement d'être un jeune père et d'imaginer, d'avoir réfléchi autant sur... vous m'impressionnez, c'est ça? Vous avez eu un rapport comme ça avec votre père? Non. Non, pas du tout. Mais je pense que j'allais aussi justement vers la paternité avec l'envie de réparer, avec l'envie d'offrir à mes enfants ce que moi j'avais pas reçu. De la présence, du soutien, un vrai contact, quelque chose comme j'imaginais, un peu j'idéalisais aussi la paternité. Après on fait ce qu'on fait, hein, on fait ce qu'on peut quand on est sur le tas. Mais bon, il y avait aussi ce gros désir-là d'être un père parfait, peut-être. Ouais. Et d'être le père que vous êtes, c'est-à-dire Benoît. Et le désert, c'était un voyage d'agrément professionnel? Professionnel, ouais. Donc j'ai pas eu trop le temps non plus pour... sinon j'aurais passé en fait tout mon temps à penser à lui, ou à essayer d'appeler, ou à essayer de je sais pas quoi. Mais vous là, me direz non. plus tard, c'était pour le boulot. Ouais. Ok Benoît, merci. Merci, et vous embrassez très fort vos enfants et votre femme, bien sûr, qui est quand même dans cette histoire un petit peu pour quelque chose. On retrouve Karine avec Brigitte Fosset. Alors pour ce deuxième jour spécial millième, nous accueillons ce matin Brigitte Fosset, bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'être venue sur notre plateau, d'avoir accepté notre invitation. On peut dire que vous avez été l'enfant chéri du cinéma parce que vous avez commencé à 6 ans à jouer. C'est pas trop tôt d'ailleurs, 6 ans? 5 ans et demi, oui. Ça doit faire étrange, non? Non, parce que je savais déjà lire et écrire. À l'époque, on ne retenait pas les enfants par les pieds pour les empêcher de lire et écrire. Donc, je lisais le scénario, j'avais mes idées. Vous aviez vos idées? Oui. Et ça me plaisait beaucoup. Et je n'aimais pas du tout que ma mère lise le texte à ma place. Déjà, vous étiez rebelle. Oui. Bon, là, c'était dans le film Jeux interdits. Puis vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs français. J'en cite quelques-uns, Truffaut, Blier, Sautet, Lelouch. Aujourd'hui, on peut vous voir au théâtre, dans une pièce de Cocteau, qui s'appelle Cocteau, l'invisible vivant. Vous reprenez plusieurs textes de Jean Cocteau avec votre fille Marie. Alors, quand on vous a demandé de choisir pour nous un texte qui vous est cher, vous n'avez pas hésité. Vous avez choisi des extraits de souvenirs d'enfance de Cocteau, qui évoquent quoi? Le départ de sa mère? Oui, le départ de sa mère pour le théâtre. Et moi, ça évoque pour moi... tous les dimanches matins, ma mère se maquillait seulement une fois par semaine pour aller à la messe. Et j'étais dans le divan, je la regardais dans la glace. Ouais. Et dans ce texte, Cocteau faisait la même chose quand il voyait sa mère partir. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre on vous ce écoute. texte. Depuis les enfants... Attendez, j'ai le trac parce que je ne sais pas si je dois lire ou si je dois jouer. Alors Comme vous le sentez. Bon, d'accord. Alors franchement, vous êtes chez vous, hein? Oui. Depuis l'enfance et les départs de ma mère pour le théâtre, j'ai contracté le mal rouge et or. Le théâtre, c'était ma mère. Accroupie dans un coin d'ombre, je la regardais s'habiller pour se rendre à la Comédie Française. Une porte ouverte sur le gaz intense du cabinet de toilette éclairait l'armoire à glace où la scène se reflétait, plus belle et plus profonde. C'est dans cette glace que j'observais les préparatifs. Ma mère, svelte, monumentale et en raccourci, dans sa longue robe raide en velours rouge, brodée de jais, une robe de chez Rodnitz, à manches ballons, d'où les bras, les épaules, la poitrine surgissaient, livides, d'une torsade du même velours rouge, sur un corselet très simple, propre à devenir le fond de la scène classique au bord des loges. Ma mère se penchait, m'embrassait vite, et partait vers l'océan de rumeurs, de bijoux, de plumes, de crâne, où elle irait se jeter dans ce fleuve rouge et mélanger son velours au velours du théâtre, son étincellement à l'étincellement du lustre et des girandoles. Par une métamorphose mythologique, elle était devenue la salle de théâtre. C'est génial. Vous avez découvert ce texte quand? Eh bien, c'est Monique Bourdin qui a écrit ce montage de texte de Cocteau, qui a fait un montage que j'ai un petit peu arrangé avec elle pour le rendre dramaturgique. Et grâce à elle, j'ai fait ma première mise en scène de théâtre. Et quand j'ai lu ça, ma fille a dit « Je veux lire ce texte-là, c'est ce que je ressentais quand tu partais au théâtre. » Et moi, j'ai dit non, parce que moi aussi, je regardais ma mère partir. Et je trouvais plus intéressant que ce soit elle qui joue le rôle de la mère, parce qu'elle est ma fille. Et donc,
à la fin de cette scène, toute la scène est rouge et elle devient la mère qui est l'ange gardien dans tout le spectacle. Parce que Cocteau avait une mère très dure, très sévère, comme moi. Ah, vous aussi? Mais c'était par amour, c'était pour que je Bien fasse sûr. quelque chose dans la vie. Et moi, j'ai été une mère assez laxiste à côté. On fait toujours le contraire. Et puis après, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai tout laissé faire pendant 5 ans, il faut que je redresse la barre. Trop tard. Et là, je suis devenue trop dure. Ah oui. Ah oui, j'ai jamais arrêté de faire la dents de scie. Bah, et votre fille, quand elle se souvient d'elle petite avec vous, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle ne dit rien. C'est vrai? Elle s'abstient. Ah, vous parlez pas de ça? Écoutez, on en parle beaucoup dans l'intimité, on en rit maintenant, mais le plus dur, ça a quand même été l'apprentissage de la lecture, parce que je voulais tellement qu'elle y arrive que j'étais terriblement sévère, et c'est les seules fois où je lui ai donné des fessées, vraiment. Parce que pour moi, Valérie joue avec Daniel, Daniel joue avec Valérie, cette méthode globale, je me disais, c'est pas Ça y possible. est, c'est fini hein, depuis cette année. Hein. Oui, heureusement. Ouais. Vous avez souffert, vous, de l'absence de votre mère, à part quand elle allait à la messe? Oui, beaucoup, parce que j'ai été confiée très souvent à mon oncle et ma tante. À la messe, j'y allais avec elle. Ah bon? Je ne savais pas. Oui, oui. Mais si vous voulez, toutes les vacances d'été, je les passais avec mon oncle et ma tante. Et on me collait, vous savez, c'est incroyable, on me collait dans une salle de spectacle où je voyais des fantaisistes faire ta-ta-ta-ti, ta-ta, ta-ti-ta-ti, ta-ta. Et moi, je regardais là toute seule. Et puis tout à coup, il y a une femme qui est entrée un jour, elle chantait les chansons d'Édith Piaf et elle avait les mains de ma mère. Et tout à coup, je me suis mise à pleurer, parce qu'un enfant ne se rend pas compte que sa mère lui manque. Oui. Il ne se rend absolument pas compte, c'est a posteriori. Et c'est plus tard, quand j'ai été grande, que je me suis rendu compte combien ma mère m'avait manqué, encore maintenant. Mais elle faisait quoi? Elle était comédienne? En fait, ma mère Pourquoi travaillait. Elle travaillait. Elle travaillait. Donc, on partait un mois en vacances avec mon père. Et là, c'était des vacances déchaînées. Mon père avait une fantaisie exceptionnelle. On accrochait, par exemple, des boîtes de conserve en Angleterre aux voitures qui étaient en face jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte. Enfin, c'était une fantaisie. Un papa copain. Ah oui, un papa génial. Et puis, on apprenait l'anglais dans l'immersion, parce que mon père était professeur d'anglais, donc il fallait l'immersion. Et c'était l'aventure. C'était exotique pour moi d'aller en Angleterre avec mes parents l'été. Vous avez rattrapé le temps perdu par le jeu avec votre fille, parce que je crois que vous étiez souvent absente pour jouer. Oui, c'est très curieux d'ailleurs, hein, parce que je suis devenue comédienne et à nouveau j'ai recréé l'absence pour ma fille. Et j'ai pensé que le plus beau cadeau que je pouvais lui faire, c'était de la confier à ma mère. Qui elle-même avait été absente. Qui elle-même avait été absente. Et donc ça a créé entre ma mère et ma fille des liens magnifiques, des liens d'amitié magnifiques. Et quand je revenais, j'étais un peu indésirable après les tournages et tout ça. Et puis je me disais, mais c'est bien pour elle, c'est bien pour maman, c'est bien pour Marie. Et puis maintenant, tout s'est rééquilibré. Parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour à 3. Donc, on s'aime tellement fort toutes les 3 que ça s'est rééquilibré. Mais ça a été une passion. Ça a été passionnel, hein, vraiment. Bon, bah écoutez, on peut vous retrouver en tout cas toutes les deux avec votre fille Marie sur la scène à lire du Cocteau. Je sais pas, vous connaissez On lit pas, c'est un spectacle en fait. Ah oui? Oui, c'est un vrai spectacle. Parce que Marie joue le rôle de l'ange de Cocteau, qui était un ange très exigeant, qui lui dit « tu dois travailler », vous voyez un peu l'inspiration. On sent bien d'où ça vient. Et c'est elle qui joue ce rôle-là. Et moi, je joue le rôle de Jean, c'est-à-dire l'équilibriste, le funambule, celui qui fait des gaffes, etc. Et elle joue le rôle de la rigueur, de la pureté. Bon, en tout cas, toutes les dates de vos spectacles, de vos représentations sont sur le site www.france5.fr. Je crois que vous connaissez l'émission des maternelles, hein? Oui, j'y regarde beaucoup. Bon, alors j'aime énormément. C'est vrai? Ah bon, oui. Tant mieux. C'est vivant et puis on sent que c'est du direct. Et j'aime bien parce que on sent que c'est, comment dire, spontané, voilà. Ah ben voilà. Alors, les 3 spontanés du jour, vous allez voir, ils arrivent tout de suite, c'est le pêle-mêle. Prenez place, chers amis. Alors, je vous présente Brigitte Fossé, je vous présente Yael Guetta. Bonjour. C'est ma styliste, rien qu'à moi. Enfin, en fait, je suis obligée de la partager avec d'autres gens de la télévision. Mais bon, en tout cas, c'est la styliste des maternelles. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi, Yael? Je parlais de 2 choses. Les t-shirts spécial anniversaire maternel wow. et puis un cœur qui enregistre.
Un cœur qui enregistre. On enregistre. Ah oui. Des messages. Oh, génial. Voilà. Sophie? Bonjour. Enchantée. Moi, aujourd'hui, vu que c'est une émission spéciale, je vais faire une chronique spéciale. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, c'est ma petite nièce qui a écrit pour nous la chronique de la millième. Bien. Et Grégory? On commence par vous. Oui, moi, pour la millième, j'ai dit à ma femme... Bonjour, Grégory. Bonjour. C'est un piège de Karine. Elle sait que je vais dire des choses méchantes, elle me déstabilise. Voilà. Vous avez le droit de lui taper dessus, Brigitte. Hein. Non, après. Vous allez voir. Il est gentil quand la fin, un conte total. Donc moi, pour la millième, je dis à ma femme, écoute, chérie, ça serait bien que tu viennes faire ma promo, que tu dises un petit peu à tout le monde que je suis un peu la conjonction de l'homme idéal entre l'homme mou, l'homme dur. Ce serait pas mal. Elle m'a dit, écoute... Si au maternel, dans 5 ans, on tolère encore tes propos sexistes et que moi, je les tolère également encore, on verra. Donc ça m'a mis un petit peu en transe. Je me suis endormi pas très bien et j'ai fait le cauchemar de ce que serait l'homme du futur, le papa du futur. Donc je me suis réveillé dans un monde combien de temps dans 5 ans, dans 2000 émissions. Ouais. Et je me suis dit, tiens, finalement, ça serait une émission, ça serait un monde où Ségolène, où on va l'appeler Séverine Loyal, serait élue présidente. Un monde terrible, où même le pape serait une femme, Amanda Première, par exemple. Et même le maire de Paris, ça serait une femme qui aurait mis à côté des couloirs de bus, des couloirs spéciaux pour les poussettes. Et dans les couloirs spéciaux poussettes, il y aurait des hommes comme ça, accrochés à leurs poussettes, qui se défrustreraient, se défouleraient des propos castrateurs de leurs chères épouses au volant de leurs petites poussettes. Oui, parce qu'il vit très mal notre monde aujourd'hui. Il trouve que l'homme n'est plus un homme et que nous avons un monde où même l'homme de l'année... L'homme de l'année serait élu par Time Magazine et ça serait une femme, par exemple, une femme qui serait l'inventeuse de Bromuria, l'anti-Viagra, qui pourrait calmer les ardeurs de mari trop pressants. Une vraie gynécratie, pour ne pas dire, pardon mesdames, une hormonalocratie. Bref, un monde terrible pour les hommes, où les hommes seraient relégués, au lieu du match de foot le soir à 20h30, seraient relégués à regarder Desperate Housebands, vous connaissez la série, voilà. Ils seraient comme ça déprimés et le match de foot, lui, serait bien évidemment déprogrammé en 4e partie de soirée. Un monde terrible où, pour devenir papa, il faudrait déjà passer un casting auprès des mamans. C'est déjà le cas, vous allez me dire, mais il y a juste quelques semaines est apparu en Angleterre un petit test qui s'appelle le Fertel. Le Fertel, c'est un test de fertilité. Voilà, à disposition des mamans qui peuvent comme ça tester la mobilité des spermatozoïdes masculins. Vous imaginez que, dans quelques années, ce test, il sera à la portée de toutes les dames qui veulent devenir maman et qui peuvent comme ça caster leur mari. Ça sera dur d'être un papa dans le futur parce que il faudra des sous. Comme aujourd'hui, il faudra des sous pour pouvoir payer à sa femme un robot ménager. Voilà, enfin, ce sera un monde un petit peu dur, le futur. Déjà, vous n'aidez pas, vous n'aidez pas. Voilà, ce que non, on les aide pas suffisamment bien, on se fait toujours critiquer. Et puis, ça sera un monde tellement dur que, même la Tour Eiffel, ce sera un symbole tellement phallique que j'ai fait le cauchemar que la Tour Eiffel était décellée. On profite du matin. Laissé comme ça, voilà. Alors après, je me suis comme ça réveillé en transe, transpirant, et puis ma femme m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, tu veux que je t'apporte un médicament, mon chéri? J'ai dit, non, pas de bromuria. Je me suis rendormi, je me suis apaisé, je me suis mis un petit peu d'eau sur le visage, et j'ai rêvé vraiment du futur du papa que j'imaginais de tout cœur. Alors ça serait un futur, par exemple, où les joailliers, dans les alliances, ils mettraient une petite puce GPS quand on la donne à notre femme pour qu'elle s'en aille pas trop loin. Et puis même le petit garçon ou la petite fille, le petit nourrisson, quand il sortirait du ventre de la maman, les obstétriciens lui colleraient une petite puce derrière l'oreille, pareil, pour qu'on puisse le retrouver n'importe où quand la maman s'en va avec. Ça serait un monde où la paternité serait restaurée et où il y aurait même des artistes qui soutiendraient ce mouvement et cette volonté. Par exemple, on peut imaginer que Stark s'inspirerait de Buren et que dans la cour du ministère de la Famille, il y aurait un parterre de spermatozoïdes en bronze à la gloire des papas. Et puis sous la Tour Eiffel décellée, il y aurait une sorte de mémorial, une sorte de monument à tous les papas du XXe siècle qui ont été injustement séparés de leurs enfants. Bref, ça serait un monde formidable où on aurait même un congé paternité de 9 mois pour récupérer les 9 mois de grossesse où nos femmes nous ont demandé d'être
très, 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 très gentil avec elle. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous ayez une puce tout de suite, là, les maris, en revanche, pour savoir où vous êtes. Eh, mais ça, malheureusement, je l'ai pas prévu. Ça m'étonne pas de vous. Merci Grégory, Yael. Alors, deux choses, deux cadeaux pour la 1000e. Voilà, pour la 1000e. Je pensais quel est le lien entre tous ces 1000 émissions que nous avons faites, 1000 sujets que nous avons traités, tous les gens qui sont venus témoigner avec beaucoup d'amour, toute l'équipe qui est autour de nous, qui travaille sur cette émission. Quel est le lien? En fait, le lien, c'est l'amour. L'amour, c'est l'engagement de toute une équipe d'aller les donner le meilleur d'eux-mêmes, de donner l'amour, d'aller dans la même direction pour connaître tout ce qu'on doit savoir. Donc l'amour, ça m'a donné une idée de créer les t-shirts anniversaire autour d'une idée, les maternelles, un cœur grand comme ça. Oh, c'est beau! Donc c'est les t-shirts d'anniversaire et que chacun peut le colorier à sa personnalité. Puisque dans ma rubrique, ce qu'on fait, c'est on personnalise, on donne de ce qu'on est, dans ce qu'on porte, dans ce qu'on fait. Et l'idée, c'est que chacun peut prendre ce t-shirt et les colorier à ses couleurs. Et j'ai pensé à toi, Karine, avec toutes les couleurs, tous les 1000 des couleurs que tu peux avoir. Magnifique. Ça, c'est pour toi. Ah, merci. Voilà. Donc ça, c'est les t-shirts, les maternelles pour toi. Et joli. alors, si vous, les téléspectateurs, aiment bien cette idée, vous pouvez aller sur notre site internet, charger ces dessins, le mettre sur un t-shirt ou avec un calque ou une autre manière de transfert. Et après, ce qu'il vous reste à faire, c'est donner tout de feutres lavables, le feutre coloriage lavage à l'eau. Donc ça s'en va? Donc ça s'en va. Vous pouvez les dessiner. Ceci reste. Mais ceci de votre enfant, vous pouvez le donner à votre enfant avec un dessin, avec un t-shirt. Vous imprimez sur un t-shirt blanc. Vous le donnez avec les couleurs. Et puis, il reste juste à colorier. En plus, c'est sans danger, puisque si c'est pas terrible, vous pouvez le laver après. Donc, il n'y a pas beaucoup de danger. Donc, j'ai pensé à Alia. Voilà, ça, c'est pour Alia. C'est trop sympa. Avec toutes les couleurs. Et puis, voilà, vous allez sur l'Internet. Non, donc justement, je me suis dit que je ne peux pas vous laisser comme ça. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Puisqu'on parle d'amour, de messages d'amour. Et Karine, c'est un objet qu'on trouve dans toutes les librairies. C'est un petit cœur. Karine, je ne pouvais pas m'empêcher à le customiser. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est l'original. Et ça, c'est moi qui passais par là. Donc, c'est un cœur qui enregistre des messages d'amour. C'est génial, ça. J'en ai entendu parler. Et si votre enfant a envie d'entendre votre voix, vous voulez laisser un petit message. Tout le monde. Voilà, tous les gens qu'on aime, les gens autour de nous. Et là, j'enregistrais juste ma voix pour laisser un petit message à ma fille. Alors, oui, les micros. Pour commencer. Alors, je vais vous laisser les messages. Alors, chérie, je t'aime. Voilà. Donc vous voyez, on peut réécouter à volonté. Bon anniversaire les maternelles. Voilà. Donc vous laissez les messages que vous voulez. Même un petit, par exemple, quand on s'en va le matin avec son doudou, on lui met passe une bonne journée mon amour et il peut écouter à volonté. Voilà. Oh, c'est génial. Passe une bonne journée. C'est pour qui? C'est celui-là? C'est celui-là de Karine. Celui-là de Karine. Allez, mettez-vous. C'est génial. Non, parce qu'il faut réenregistrer. Il faut réenregistrer. Donc, quand vous partez en voyage, vous pouvez laisser votre voix. La femme de cet énergumène qui est assis à ma Ça gauche. marche pas. Non, il faut appuyer sur les joues. Regardez. Vous appuyez sur les joues en même temps. Et là, vous enregistrez votre message. Vous appuyez sur les deux joues pour enregistrer et après vous appuyez sur et un après, pour écouter. Voilà. Vous voyez? C'est super. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à tous les gens que vous aimez. Laissez idée. des messages d'amour, puisque je pense que la chose la plus importante, après toutes les paroles, après toutes les émissions qu'on a pu faire, c'est quand même l'amour. Mais bravo, c'est une belle idée. Qu'est-ce qui a dessiné le cœur? C'est moi. Ça me fait penser au dessin du Moyen-Âge, le cœur d'amour est pris. C'est très beau. C'est très moderne et en même temps, c'est... Voilà. Avec le style, en plus, avec le logo, les 1000 maternelles. Voilà. Donc, vous avez un cadeau, les téléspectateurs. Vous pouvez charger ces dessins sur le site internet maternelle.com. Puis on mettra le nom des... Voilà. Ça se trouve dans toutes les librairies. Vous pouvez l'acheter dans toutes les librairies. Ça coûte cher? Non, ça ne coûte pas très cher et vous pouvez les customiser, les personnaliser, donner quelque chose de vous. On peut mettre une tétine même, on peut coudre une tétine. Quand vous partez en voyage, vous partez au travail, vous laissez un message d'amour à votre enfant, à votre mari. Il y a la superbe phrase de Cocteau, justement, pour Brigitte qui disait Cocteau. Il n'y a pas de preuve d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. C'est plus fort que moi. Tu vois, c'est grave. Lapsus. Je suis désolée. Le radin. Il a dit aussi... Les gens savent mieux. Les gens ont dit de moi que je savais mieux faire l'amitié que l'amour. L'amour est un spasme bref. Si ce spasme nous déçoit, l'amour meurt. L'amitié est un spasme tranquille.
C'est bien. Enfin, un spasme bref, il connaissait pas les préliminaires, Cocteau. Quoi? Bon. Non, mais Bon, enfin. Sophie. Donc moi, je vais vous lire la chronique de ma petite Pauline qui a 5 ans et demi. Donc je m'appelle Pauline, je veux faire de la télévision. C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion quand ma tati m'a proposé d'écrire sa chronique de millième, sous prétexte que c'était mieux que ce soit un enfant, alors qu'en fait, elle a juste pas envie de bosser. Je suis régulièrement votre émission, en particulier la chronique, la très fine chronique de ma tati, dans laquelle je me reconnais complètement. Oui, je suis moi-même une petite célibataire de 5 ans et demi. On me donne facilement 6 ans. C'est pour ça que pas mal de CP s'intéressent à moi. Mais pour moi, rien ne presse. Célibataire à mon âge, c'est pas trop problématique. On est majoritaire dans la cour de récré et les quelques couples tiennent à peine plus de 15 jours. Nos téléphones sont en plastique et ça nous rend moins hystériques. Et en comptant petite, grande et moyenne section, on a l'embarras du choix pour faire des rencontres. La principale différence, c'est que la plupart de mes copines rêvent d'être maîtresse, alors que ma tati, je sais qu'elle, être maîtresse, elle ne veut plus en entendre parler. Même si les opportunités ne manquent pas. Là où je me reconnais surtout, c'est quand ma tati parle de la quête de l'AE, l'amour éternel, ou de son amoureux transi. Pour moi aussi, j'en ai un. Il me donne des images avec des cœurs. Il m'a choisie comme reine pour la galette. Mais moi, je m'en fiche. L'autre jour, je me suis posé une question. Pour le célibat, est-ce que tout se joue aussi avant 4 ans? Et je pense que oui. On reconnaît déjà dans la cour de récré les petites filles qui resteront célibataires. Ce sont celles qui courent systématiquement après des garçons qui courent plus vite qu'elles. Je vais en parler à ma tati, peut-être que ça l'aidera enfin à comprendre qu'il faut qu'elle s'arrête de courir ou qu'elle change de direction. Je peux me le permettre de lui dire ça parce qu'on est très proches. En fait, on est vraiment très proches parce qu'on sort beaucoup ensemble. Dès qu'elle a besoin de faire croire qu'elle a un enfant, elle fait appel à moi. Pour aller draguer les pères divorcés dans les squares, par exemple. Et on la repère assez facilement. C'est la seule qui se fait un talon aiguille dans le bac à sable. Ça m'est arrivé une fois. Elle a eu aussi besoin de moi pour passer le casting pour remplacer Maïtena. Parce qu'il fallait être obligatoirement mère de famille. Mais ça a péché au moment où on lui a demandé mon prénom parce qu'elle s'en souvenait plus. En tout cas, moi, cette expérience m'a donné vraiment envie de faire la télé. Et c'est pour ça que je ne suis pas pressée d'être en couple. Je veux privilégier ma carrière comme ma tati. Je lui fais croire. J'ai essayé dans un premier temps d'être sélectionnée pour les mots d'enfant, mais comme je parle trop adulte, j'ai jamais été retenue. Mon rêve, c'est d'animer une émission comme Karine. J'ai déjà un concept, faire la grande discussion avec des enfants comme intervenants. Ça s'appellerait la petite discussion. Et on pourrait aborder des sujets très sérieux comme, par exemple, se prendre un râteau au bac à sable. Je me dis aussi qu'un jour, je pourrais peut-être remplacer ma tati. Elle va pas encore nous raconter pendant 1000 émissions qu'elle attend un coup de fil de Martin. Surtout, je pense qu'elle va pas tarder à rencontrer quelqu'un qui la mérite vraiment. Mais je me vois très bien à sa place parce que, à la voir qu'il y a toujours quelque chose à raconter et à voir mes parents qui n'ont plus rien à se dire, ma décision est prise. Quand je serai grande, je serai célibataire. Pauline. Très bien, Sophie. Ah, pour ceux qui ne sont pas comme Sophie, qui ont des enfants, figurez-vous que nous lançons un grand concours photo. Un grand concours photo. Un grand concours photo. Oh, bah, je dis des noms. Un concours photo du bébé le plus drôle. Donc voilà. Et ça peut être même une photo de vous petit, hein. C'est pas daté, hein. Donc je vous ai... Ah oui, c'est vrai, vous pouvez participer du coup. Alors, bah, dès à présent, vous pouvez participer, vous pouvez envoyer votre photo sur notre site et voilà, y concourir et on aura la réponse le 27 mai. Et avec de très beaux cadeaux en perspective, dont ceux-ci, car figurez-vous, Brigitte, que maintenant, nous avons fait des petits. Voici des DVD, une collection de DVD Les Maternelles qui vient de sortir. Je choisis mon accouchement, les premiers jours avec mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais être papa et je suis enceinte, les petits mots et les grands jours. Voilà. Tout n'est pas rose, nous le savons, nous en parlons régulièrement. Alors à l'intérieur, il y a plusieurs grandes discussions, des SOS parents, des questions des spécialistes, puis un petit bêtisier quand même. Voilà. Et d'ailleurs, à propos de bêtisier, je vous encourage à regarder vivement maintenant, là, tout de suite. Ça s'appelle La récré des maternelles, regardez. Aujourd'hui, l'asthme reste la... Putain, c'est pas vrai.
Ça ne m'arrive jamais. Hein. Non, ça ne marche pas. La télévision... Non, la publicité. Comment les crises d'asthme se déclenchent-elles? Y a-t-il un rapport entre la bronchiolite? Ça ne m'arrive jamais. Hein. Bonjour, bienvenue sur le plateau des maternelles. J'espère que vous... Oh, putain. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ce jour-là, ils étaient réunis tous les trois. Je recommence. Je pense de dire des conneries. Dans le cadre de notre semaine spécialement consacrée aux droits de l'enfant. On n'a pas le cul sorti des rangs. Je vous propose de rencontrer la musique. Bon, excusez-moi, ça ne m'arrive jamais. Hein. Loïc Marie, vous allaitiez Joris? Dès leur naissance, les enfants enchaînent les vaccins, obligatoires ou recommandés par les Merde, fais chier. Bonjour, bienvenue sur le plateau des maternelles. La maternité est une véritable révolution physiologique, mais aussi psychique. Un élan étrange. Il y a un problème de vitesse sur les magnétoscopes ou comment ça se passe? Élève Frédéric. Présent. Au premier trimestre, vous avez eu une moyenne de 8. Sur 10? Non, sur 20. Oh. Quelles sont les méthodes d'évaluation qu'utilisent les instituteurs aujourd'hui? Comment vivent les évaluations? Oh putain, merde, elle était bonne. Elle est bonne, on la garde, merci. Ça ne m'arrive jamais. Hein. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et ben vous aussi. À la semaine prochaine, Charlie, Allez. vous à lundi. Vous à lundi 9h, j'espère. On se finit pas, on finit avec... Ou un petit mail sur notre site www.france5.fr. Je fais comme Johnny Hallyday, vous savez, un jour il faisait un concert et il disait oh, l'année dernière vous étiez 100 000, ce soir vous êtes 3 fois le triple. La honte. Ça t'arrive jamais. Oh, la honte, ça ne m'arrive jamais. En plus, il y a des gens qui me croient très raffinée. Et ben voilà, le mythe. Qu'est-ce que je dis comme gros mot? En tout cas, j'ai bien rigolé. Oh là 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 là. Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule. Vous aussi. Vous avez des trous, vous, de temps en temps, ou pas? Mais quelquefois, je me prends les pieds dans le tapis. Et alors? Et alors, j'ai le fou rire. Ah, moi aussi, c'est ça, on s'en sort comme ça, et fou alors, rire. Quand on est en scène, c'est pas très pratique. C'est horrible, hein. Puis ça se communique immédiatement. C'est sympa, mais à je trouve l'autre. que quand ça se passe, quand on est spectateur, c'est extraordinaire. Moi, je connais un acteur comme Pierre Arditi. Quand il a un fou rire, il le communique à tout le monde. C'est sa grande joie. Et il arrive à le cacher. Puis un jour, il a tellement ri avec Jean Poiret qu'il est obligé de partir en coulisses. C'est pas vrai. Il est revenu et Poiret a improvisé. Tout seul, il l'a planté tout seul sur scène. Oh, bon, demain, mercredi, 9h, j'ai honte. Nous aussi. Hein? Vous aussi, vous avez honte? Brigitte Fossé, on a presque terminé cette émission. Dites-nous où vous passez là bientôt. En ce moment, on Avec est à Courtois. Orléans pour 8-10 jours. On est très très bien parce que c'est presque pas une tournée, c'est à Vous 1 heure rentrez de le soir Paris. Et puis, moi, quelquefois, je dors à Orléans parce que je travaille avec Monique Bourdin, qui est l'auteur de la pièce, sur une autre chose qu'on est en train de construire. Donc, Elle habite Vendôme, alors c'est pratique. Et puis Marie rentre, évidemment. Et après, on va se balader un peu en France, et puis on va aller en Suisse, et puis on va aller en Belgique, et je crois qu'on aura fini fin mai. Et en même temps, je vais aussi faire des choses en Arles, avec la musique, avec Yves Henry, la vie de Clara Schumann et de Robert Schumann. On est en train de préparer le spectacle, parce que c'est l'année Schumann cette année, et elle Il y a est Mozart un et peu, Schumann en même elle temps est un peu oui. obscurcie par l'année Mozart. Comme Et quoi, on il faut va- bien choisir sa date quand on meurt. Hein. Et on va faire ça aussi, donc ce Schumann au Festival de Nohant. Et c'est un endroit que j'adore parce que c'est la maison de Georges Sand. Et il y a encore c'est tout. magnifique. Il y a encore absolument tout. La chambre de son enfant, C'est magnifique. le petit théâtre où il jouait, tout ça. Je l'ai vu. C'est un endroit vraiment vivant. Il y a son jardin aussi, qui a été entièrement reconstitué. Et les 2 cèdres qui représentent ces 2 enfants qu'elle avait plantés quand ses enfants étaient nés. Ah oui, c'était une femme. Hein. Vous êtes formidable. Bon, allez, demain, 9h encore, une grande page de culture s'ouvrira à 9h pétante. Nous fêterons l'anniversaire des maternelles. Figurez-vous qu'on a retrouvé notre première héroïne des maternelles. À l'époque, elle avait 2 ans et demi. Elle a fait la première émission de la première saison. Aujourd'hui, elle a 7 ans. Elle s'appelle Amel et elle reviendra nous voir sur le plateau.
Et puis, il y aura aussi la série Famille d'ailleurs, qui nous proposera de partir en Israël. Nous allons fêter le départ d'Elazar, qui va quitter sa famille pour partir à l'école d'études de la Bible. Pourquoi fait-on des enfants ? Ce seront les enfants qui vont nous répondre. Dans Les enfants d'abord, ils nous parleront de l'histoire de leur naissance également. Et puis la série de Mère en fille, j'y arrive pas. La série de Mère en fille, je ne le fais jamais. La série de Mère en fille nous proposera de comparer l'expérience de 3 générations de femmes autour des questions de la maternité. Et puis demain, comme invité pour fêter notre 1000e, nous recevrons Marlène Jobert, qui sera également là en fin d'émission pour le pêle-mêle. Dans le pêle-mêle, il y aura Patricia, Renaud et Virgile, mais avant, il y aura Nathalie Le Breton qui nous fera un retour de la grande discussion. Ce sera le mat.com. Et puis nous la retrouverons dans la séquence 1000 façons d'être père avec David, qui nous racontera que c'est lui qui a souhaité aider sa femme à accoucher chez eux. Bah oui, il y a des mecs qui ont des... Ouais. Sans oublier la récré des maternelles. J'espère qu'il y aura autre chose que mes gros mots demain. On finit avec le mot d'enfant du jour, celui de Lilian, qui a 3 ans et demi, qui vient de préparer une pâte à crêpes avec sa mère. Et donc, évidemment, sa maman lui dit il va falloir la laisser reposer. Un quart d'heure plus tard, il revient dans la cuisine et il dit « Ça y est, elle est réveillée maintenant ?» À demain.